Kang Do-yoon se redresse dans son lit, le cœur au bord de l'explosion. Sa main se plaque sur sa poitrine, comme pour retenir un organe qui tente de fuir. Le plafond est familier, l'odeur du dortoir aussi. Mais son corps se souvient de la fin du monde. Son téléphone affiche une date impossible, 3 ans avant l'apocalypse. Notre garçon fixe l'écran, la mâchoire qui se décroche. Il est revenu en pleine 2e année à l'Académie de magie de Séoul. Le choc lui coupe la respiration, son esprit qui essaie de recoller les morceaux. Il se lève et titube jusqu'au petit lavabo. S'asperge le visage d'eau glacée. Le miroir lui renvoie un visage de 19 ans, sans cicatrice, sans le poids de la fin du monde. Il murmure que c'est pas possible, mais il sait que ça l'est. Il a déjà vécu ce jour une fois, et il se souvient du café infect qu'il avait bu ce matin-là. Tout est identique, sauf que dans sa tête, il porte 3 ans de cauchemar. Ses mains tremblent quand il se rassoit sur le bord du lit. Il presse ses paumes sur ses yeux, et une image lui explose derrière les paupières. Do-yoon, sa meilleure amie d'enfance, en train de hurler dans un effondrement de donjon. La poussière qui l'avale, les rochers qui lui broient la jambe, et lui, bloqué par un mur de flammes, impuissant. Il l'avait regardé mourir sans pouvoir rien faire. Ce souvenir-là, il a failli le perdre avec le reste de sa raison. Mais il est intact, douloureux, vif, comme une lame encore chaude. Il expulse l'air de ses poumons et rouvre les yeux. Cette fois, il ne va pas regarder sans agir. Il sait exactement quel jour l'effondrement se produit, dans quel donjon, et qui en est responsable. Un mage renégat du nom de Hwang Gun-sik, qui trafique des cristaux de mana interdits. Do-yoon se force à masquer son expression quand il entre dans l'amphithéâtre. Il repère Seo-yeon au 3e rang. Ses longs cheveux bruns attachés en queue de cheval. Elle lui fait un petit signe joyeux, ses joues qui rosissent un peu. Il lui retourne un sourire crispé, espérant qu'elle ne remarque pas son trouble. Elle penche la tête, un pli d'inquiétude entre les sourcils, et il se reprend vite fait. Il se glisse à côté d'elle, et elle lui tend un de ses biscuits au chocolat qu'elle garde toujours en réserve. Le geste est si normal, si tendre, qu'il a envie de chialer, mais il se contente de croquer dedans. Elle lui demande s'il a mal dormi, et il répond qu'il a juste eu un mauvais rêve. Il ment, évidemment, mais c'est pour la protéger. Pas question qu'elle sache qu'il a vu son cadavre il y a à peine 1 heure dans sa mémoire. Elle lui donne un petit coup d'épaule et lui chuchote de faire attention au prof de magie pratique. Il paraît que l'examen du jour va être corsé. Do-yoon se contente d'un hochement de tête. Mais dans son crâne, une autre alarme s'allume. Le terrain d'entraînement est un vaste cercle de gravier entouré de balises de protection. L'instructeur, un type sec à lunettes, annonce qu'il va tester leur sort défensif. Il appelle les étudiants un par un, et la plupart peinent à lever une barrière de rendez correcte. Quand vient le tour de Do-yoon, il avance au centre du cercle sans se presser. Il prend une grande inspiration et puise dans les techniques qu'il a apprises dans un futur en ruine. Sa main se lève, et un mur de lumière bleutée se déploie devant lui avec un bourdonnement sourd. L'instructeur en fait tomber son bloc-notes. Un sort de barrière de rang A, exécuté avec une précision que même les mages de rang B ne maîtrisent pas. Pourtant, le cadran du test affiche toujours la classification de Do-yoon. Rang C. Le silence se fait dans l'assistance. Un silence lourd, plein de points d'interrogation. Seo-yeon écarquille les yeux, sa bouche qui s'arrondit en un petit « oh » muet. Notre gars a peut-être un peu trop montré ce qu'il savait faire, et il s'en rend compte en voyant les regards. L'instructeur le rappelle à l'ordre, la voix mal assurée, et lui demande où il a appris une telle configuration. Do-yoon hausse les épaules et répond qu'il a beaucoup étudié à la bibliothèque. C'est du flan total, mais l'instructeur est trop choqué pour insister. Le test se termine dans une ambiance bizarre. Les autres élèves qui chuchotent en lui jetant des coups d'œil furtifs. Seo-yeon le rattrape à la sortie du terrain et lui attrape le bras. Ses doigts sont glacés, ce qui trahit son inquiétude. Et elle le supplie de lui dire ce qui ne va pas. Il pose sa main sur la sienne et lui promet qu'il lui expliquera tout. Mais pas tout de suite. Il a besoin d'un peu de temps pour comprendre lui-même ce qui lui arrive. Elle hoche la tête, ses yeux qui brillent d'une loyauté à toute épreuve. Ce regard-là, il le connaît, et il est prêt à tout pour ne plus jamais le voir s'éteindre. À quelques mètres de là, un garçon aux cheveux rouges, appuyé contre un pilier, n'a rien raté du spectacle. Baek Jin-hyuk, le major de la promo, le regard plissé comme un faucon qui observe une proie inattendue. Il est le seul à ne pas chuchoter. Il se contente d'analyser, bras croisés. Do-yoon capte son regard et soutient l'examen sans ciller. Pas de provocation, pas d'esquive. Juste 2 paires de prunelles qui se jaugent en silence. Baek finit par détourner la tête et s'éloigne, l'air pensif. Do-yoon sait que ce type est un rival, mais aussi un futur allié potentiel, s'il joue bien ses cartes. Pour l'instant, il a d'autres chats à fouetter que de gérer les égos. Il s'éclipse avant que d'autres curieux ne viennent lui tourner autour. Cette nuit-là, allongé sur son lit, il lutte contre le sommeil. Il craint ce que son esprit va lui montrer dès qu'il fermera l'œil. La fatigue finit par gagner, et il tombe dans un noir profond, sans rêve. Puis une lumière blanche lui déchire les paupières,
une douleur aiguë au milieu du front. Il n'est plus dans son dortoir. Il flotte au-dessus d'une plaine herbeuse, le vent qui sent la pierre humide et le métal brûlé. Devant lui se dresse l'entrée d'un donjon de catégorie B, celui de la montagne de Yonhwa. L'image est si nette qu'il peut compter les fissures dans la roche. Il voit une date, gravée dans le sol par une main invisible. Le 5 octobre, 3 jours à compter de ce matin. Et là, au fond de la vision, une silhouette encapuchonnée dépose un cristal noir au-dessus du portail. Le cristal pulse comme un cœur malade. Une énergie instable qui fait vibrer l'air. C'est Huang. Il le reconnaît à la manière dont il se tient. Un peu voûté, les doigts trop longs. La scène se fige sur le rictus du mage renégat. Et Do-yoon se réveille en haletant. Il est trempé de sueur, les draps entortillés autour des jambes. Son réveil marque 3 heures du matin, mais il est déjà debout, les yeux grands ouverts. Il se précipite sur son carnet de notes et griffonne chaque détail avant que ça ne s'efface. La date, le lieu, le cristal, le visage de Wang. Il a 3 jours pour empêcher une tragédie et sauver la fille qui compte le plus pour lui. Notre garçon relève la tête, les doigts crispés sur le stylo. Il y a une lueur nouvelle dans son regard, un mélange de peur et d'excitation. Il sait ce qui va se passer, et cette fois, il n'est pas un simple spectateur. Il va forcer le destin à changer de trajectoire, même si ça doit lui coûter son secret. Son plan est simple. Localiser le cristal avant Huang et le désamorcer. Pour ça, il lui faut un accès au donjon, et vite. Il se recouche, mais il ne dort pas. Il bâtit des stratégies dans sa tête jusqu'à l'aube. Les premières lueurs du jour le trouvent déjà debout, en train d'enfiler sa veste. Il a une mission. Et chaque minute compte. Seo-yeon, son sourire, ses biscuits, sa main glacée sur son bras, tout ça lui donne la force de foncer. Il n'est plus le gamin qui avait peur de son ombre. Il est le seul à savoir ce qui arrive. Et il compte bien le crier sur les toits, mais à sa manière. Discrète, efficace et terriblement maligne. Il sort de sa chambre et tombe nez à nez avec une silhouette appuyée contre le mur du couloir. C'est Gu Minji, une senior à la réputation glaciale. Les cheveux aussi noirs que ses yeux sont perçants. Elle le fixe avec une intensité bizarre, un sourcil levé. Elle lui demande ce qu'il fait debout à une heure pareille, l'air faussement désintéressé. Il sent que cette rencontre est tout sauf un hasard, et son instinct de survivant se met en alerte. La journée ne fait que commencer, et les ennuis s'accumulent déjà. Do-yoon ne perd pas une seconde. Il claque la porte de sa chambre et fonce vers la salle commune. Le couloir est désert. Les néons blafards qui bourdonnent au-dessus de sa tête. Gu Minji lève un sourcil en le regardant passer en trombe. Elle n'insiste pas, mais son regard reste vissé sur sa nuque jusqu'à ce qu'il tourne au coin. Notre garçon s'enferme dans la petite cuisine commune et déplie son carnet sur la table. Il relit ses notes, le souffle encore court de sa vision nocturne. La date, le lieu, le cristal, tout est là, griffonné à la hâte. Il tourne les pages et commence à cartographier tout ce dont il se souvient. D'abord le donjon de Yonhwa, catégorie B. Un dédale de galeries souterraines. Il dessine les embranchements principaux de mémoire, le stylo qui crisse sur le papier. Puis il note les faiblesses du système de sécurité de l'académie à cette époque. Le périmètre magique n'est pas encore renforcé. 3 failles exploitables. Il entoure la section nord-est, là où le portail d'entrée est le moins surveillé la nuit. Il ajoute un croquis du mécanisme de verrouillage standard des cristaux de mana. C'est un modèle obsolète qu'il a appris à désamorcer pendant l'apocalypse. Ses doigts bougent tout seuls, le geste gravé dans la mémoire musculaire. En 30 minutes, il a une mini-bible du sabotage sur 6 pages. Il la range dans sa poche intérieure, contre sa poitrine. Personne ne doit tomber là-dessus. Il se prépare un café noir. Le premier d'une longue série. La matinée s'annonce chargée. Et il n'a pas l'intention de dormir avant d'avoir un plan béton. Dès que le soleil se lève, il file à la bibliothèque centrale. Le bâtiment est une immense tour de verre et de marbre blanc. À l'intérieur, l'odeur du vieux papier et de la poussière magique lui chatouille les narines. Il salue la bibliothécaire d'un signe de tête et plonge dans les archives restreintes. Son badge d'étudiant lui donne accès seulement au premier niveau. Pas grave, il sait que le classement par date cache des pépites. Il fouille les rapports d'incidents des 10 dernières années. Les doigts qui tournent les pages à toute vitesse. Il cherche un motif, une signature énergétique particulière. Et là, au milieu d'un compte-rendu d'inspection de routine, il tombe sur une mention bizarre. Une fluctuation de mana inexpliquée dans le secteur de la montagne Yonhwa. Le rapport date d'1 an plus tôt, classé sans suite par manque de preuves. Il n'y a pas de signature de mage, juste un code administratif. Do-yoon recopie le code et continue de creuser. 2 heures plus tard, il déniche un vieux traité sur les explosifs à base de mana. Le bouquin est tellement poussiéreux qu'il éternue en l'ouvrant. À l'intérieur, un chapitre entier est consacré aux bombes magiques instables. L'auteur décrit précisément le type de cristal que Wang utilise. Un noyau de mana comprimé,
enveloppé dans une gangue de sortilèges de rupture. Ça porte un nom, un œuf de cataclysme. Quand il explose, il déstabilise la structure dimensionnelle du donjon, ce qui provoque un effondrement en chaîne. Do-Yoon sent son sang se glacer en lisant les dégâts estimés. Mais le livre donne aussi une solution. Une technique de dissipation par résonance inversée. Il faut créer un contre-champ qui annule la fréquence de l'œuf. C'est un sort avancé, mais Do-Yoon l'a déjà pratiqué dans le futur. Il se souvient de chaque geste, de chaque mot de l'incantation. Il range le livre, les yeux qui brillent. Il tient son plan, et il sait qu'il peut le faire. Avant de sortir, il photocopie les pages essentielles. La machine grésille et crache des feuilles tièdes, qu'il plie soigneusement. Il glisse le tout dans sa poche avec le reste de ses notes. Maintenant, il lui faut un accès légal au donjon. Il traverse le campus à grandes enjambées jusqu'au bâtiment administratif. L'édifice est austère, avec des colonnes de pierre noire et des gargouilles aux fenêtres. Il frappe à la porte du bureau des explorations. Un secrétaire fatigué lève à peine les yeux de son écran. Do-Yoon lui annonce qu'il veut déposer une demande de permis spécial. Le type cligne des paupières, visiblement pas habitué à ce qu'un étudiant de 2e année vienne ici. Il lui tend un formulaire de 3 pages et lui dit de tout remplir. Do-Yoon attrape un stylo et noircit les cases à toute vitesse. Objet de la mission. Étude géologique des fluctuations de mana dans les donjons de basse catégorie. Durée prévue, 3 jours, à compter d'aujourd'hui. Équipe, solo, avec matériel de mesure standard. Il invente une méthodologie crédible avec du jargon académique. Le secrétaire lit le formulaire, les sourcils qui montent de plus en plus haut. Il lui demande s'il est sérieux. Une mission solo dans un donjon B. Do-Yoon répond qu'il a besoin de données pour son mémoire de fin d'année. Il sort un dossier préparé à l'avance avec des graphiques bidons. Le secrétaire hésite, puis tamponne le formulaire. Il prévient que l'approbation finale doit venir d'un instructeur. Do-Yoon le remercie et se dépêche de trouver un prof avant que la bureaucratie ne le rattrape. Il repense à son instructeur de magie pratique, celui qui a lâché son carnet. Pas le plus chaleureux, mais il respecte les résultats. Do-Yoon le coince à la sortie de la salle des profs. Il lui tend le formulaire et explique son projet en 3 phrases bien rodées. L'instructeur le regarde par-dessus ses lunettes. Il lui rappelle que Do-Yoon est officiellement rancé. Notre garçon ne bronche pas. Il propose une démonstration, là, tout de suite, dans le couloir. L'instructeur accepte, un sourire en coin. Do-Yoon lève la main et matérialise un bouclier complexe, une structure à triple couche. C'est une technique de tank de rang A qu'il a perfectionnée pendant les guerres futures. Le bouclier miroite les runes qui tournent lentement. L'instructeur passe sa main dedans et sent la résistance magique. Il retire sa main, les doigts qui picotent. Il repose le formulaire, le signe sans un mot. Il ajoute juste que Do-Yoon a intérêt à revenir avec des données solides. Notre garçon repart avec le précieux document, le cœur léger. Il a 24 heures avant la date fatidique. Le lendemain, à l'aube, il enfile une tenue de combat et glisse son carnet dans sa poche. Il prend une dague courte au râtelier d'armes, plus par habitude que par nécessité. Puis, il se dirige vers le portail de téléportation du campus. Le soleil se lève à peine, la rosée qui scintille sur l'herbe. Le technicien de garde valide son permis et active le portail. Un cercle de lumière bleue s'ouvre devant lui. Il inspire un grand coup et franchit le seuil. Une seconde plus tard, il émerge sur un plateau rocheux face à la montagne Yeonhwa. L'air est froid et sec, le vent qui siffle entre les pics. L'entrée du donjon est une fissure béante dans la roche noire. Il s'approche, mais une silhouette émerge de derrière un rocher. C'est Gu Minji, les bras croisés, son manteau sombre qui claque au vent. Elle lui demande ce qu'il fait ici, sa voix glaciale qui tranche le silence. Do-Yoon s'arrête net, pas vraiment surpris de la voir. Il a remarqué qu'elle le suivait depuis la veille. Il lui répond qu'il vient étudier la géologie, le plus sérieusement du monde. Minji n'en croit pas un mot, son regard qui se plisse. Elle dit qu'elle a vérifié son dossier et qu'un type comme lui ne fait pas de la géologie. Elle veut savoir ce qu'il cache. Notre garçon soupire. Le temps presse et il n'a pas envie de jouer au chat et à la souris. Il la fixe droit dans les yeux et lui parle de la bombe. Pas de détour, pas de mensonge, juste les faits. Une bombe de mana va exploser dans ce donjon dans moins de 2 jours. Il est là pour l'en empêcher. Minji accuse le coup, les doigts qui se crispent sur sa manche. Elle lui demande comment il sait ça. Do-Yoon répond qu'il ne peut pas tout lui dire, mais qu'elle doit le croire. Il n'a pas le temps de prouver quoi que ce soit. Le silence s'étire, intense. Les deux qui se jaugent. Puis Minji fait un pas de côté. Elle lui dit d'y aller, mais qu'elle reste à l'extérieur pour surveiller. Et si jamais il ne revient pas, elle enverra un signal d'alerte. Do-Yoon hoche la tête, reconnaissant, et plonge dans la fissure. L'intérieur du donjon est un labyrinthe humide et sombre. Les murs sointent une mousse phosphorescente qui éclaire à peine le chemin. Il avance vite,
le plan du donjon gravé dans sa mémoire. Il repère les salles qui correspondent à son croquis. Premier embranchement à gauche, puis un couloir étroit qui descend en pente raide. Ses pas résonnent sur la pierre, l'écho qui rebondit. Il croise des créatures mineures, des slimes et des rats géants. Il les contourne sans les affronter. Une technique de furtivité apprise sur le tard. 1 heure plus tard, il débouche dans une salle circulaire. Le plafond est haut, traversé par des racines d'arbres qui pendent. Et là, au centre, posé sur un autel de pierre brute, il voit le cristal. Un œuf de cataclysme, exactement comme dans le livre. Il est noir, parcouru de veines rouges qui pulsent. L'énergie instable fait vibrer l'air et grésiller les cheveux de Do-Yoon. Il s'approche avec précaution, les yeux fixés sur la surface luisante. Il reconnaît les runes autour, des sortilèges de rupture. Il pose sa main au-dessus du cristal, sans le toucher. La chaleur qui s'en dégage est déjà intense. Il ferme les yeux et commence l'incantation de dissipation. Les mots anciens sortent de sa bouche, un flux continu. Il lève sa main libre et trace un cercle de contre-résonance. La magie s'écoule de ses doigts en filaments d'argent. Le cristal réagit, les veines rouges qui s'accélèrent. Il veut exploser. Il le sent, mais il maintient le flux. La sueur perle sur son front. Il visualise la fréquence de l'œuf, puis l'inverse. Le contre-champ se forme, une bulle scintillante autour du cristal. Les runes se mettent à grésiller, puis s'éteignent une à une. Le cristal perd de sa chaleur, les pulsations qui ralentissent. Do-Yoon continue, les dents serrées, jusqu'à ce que la dernière veine rouge devienne grise. Puis, il relâche tout. Le cristal tombe en poussière noire sur l'autel. C'est fini. Il s'appuie contre le mur, le souffle court. Un sourire fatigué aux lèvres. Il l'a fait, la catastrophe est évitée. Mais un bruit le fait sursauter, un froissement d'étoffe derrière lui. Il se retourne et voit une silhouette encapuchonnée à l'entrée de la salle. Hwang Gun-sik, les doigts trop longs qui dépassent de la manche. Il observe la poussière noire sur l'autel, puis il lève les yeux vers Do-Yoon. Son visage est caché, mais Do-Yoon sent son sourire déformé. Hwang murmure une phrase, trop basse pour être comprise. Puis il fait un geste de la main et un portail s'ouvre derrière lui. Do-Yoon se lance en avant, prêt à le plaquer au sol. Mais Hwang recule dans le portail, trop rapide. La faille se referme dans un claquement sec. Il a disparu, laissant Do-Yoon seul avec son poing serré. Notre garçon fixe l'endroit où le portail était, le souffle encore lourd. Il a gagné cette manche. Mais Hwang est dans la nature, et il sait maintenant que quelqu'un l'a repéré. La partie d'échecs ne fait que commencer, et les pièces bougent déjà sur l'échiquier. Il ramasse un fragment de cristal gris et le glisse dans sa poche. Une preuve, au cas où il devrait convaincre les autorités. Puis il rebrousse chemin, le pas lourd mais l'esprit clair. Il émerge de la fissure rocheuse et retrouve la lumière du jour. Minji est toujours là, adossée à un rocher. Elle se redresse en le voyant et lui jette un regard interrogateur. Il lève le pouce, un sourire fatigué aux lèvres. Il dit que la bombe est désamorcée, mais que le poseur s'est enfui. Minji prend une seconde pour digérer l'information. Puis, elle hoche la tête et range son téléphone. Elle lui dit qu'elle va l'aider à chercher ce type, qu'il ne peut pas porter ça tout seul. Do-Yoon la remercie, surpris par sa proposition. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle s'investisse autant. Minji hausse les épaules et répond que si quelqu'un pose des bombes dans son académie, ça la regarde aussi. Ils reprennent le chemin du campus en silence. Mais le trajet est différent, une alliance tacite qui vient de naître. Les nuages se dissipent au-dessus de la montagne. Pour la première fois depuis son réveil, Do-Yoon sent un poids en moins. Il a sauvé Seo-yeon, il a gagné un allié, et il a refilé la trouille à Hwang. Pas mal pour un gamin de 19 ans, avec un carnet et un vieux café dans le ventre. Le soir venu, il retrouve Seo-yeon devant le réfectoire. Elle lui saute presque dessus, les yeux pleins d'inquiétude. Elle dit qu'elle ne l'a pas vu de la journée, et qu'elle a eu peur. Il la rassure, pose sa main sur son épaule. Il lui promet que tout va bien, qu'il a juste réglé un truc important. Seo-yeon le dévisage, cherchant un mensonge dans son regard. Puis, elle lâche un soupir et sort ses biscuits au chocolat. Elle lui en tend un, et il le croque, les yeux qui brillent. Ce petit geste vaut toutes les victoires du monde. Il la regarde sourire et se jure de ne jamais plus laisser personne lui faire du mal. Pas Hwang, pas le sage noir, personne. La nuit tombe, et il retourne à sa chambre, épuisé mais heureux. Il note tout dans son carnet, chaque détail de la journée. La méthode de dissipation, la fuite de Hwang, l'aide de Minji. Il pose le stylo et s'allonge sur son lit. Ses paupières sont lourdes, mais son esprit tourne encore à plat régime. Il a gagné une bataille, mais la guerre ne fait que commencer. Et au fond de lui, il le sait. Le pire est encore à venir. Il ferme les yeux, un dernier sourire aux lèvres. Demain, il parlera à Minji et ils commenceront à traquer Hwang pour de bon. Le lendemain matin,
Do-yoon retrouve Minji devant la bibliothèque centrale. Elle a les bras croisés et son regard d'acier, comme si elle voulait le transpercer. Il lui fait un petit signe de la main, un peu gêné. Elle ne lui rend même pas un sourire et demande des explications. Pas d'échappatoire. Elle veut savoir comment il connaissait l'existence de cette bombe. Do-yoon soupire et se passe une main dans les cheveux. Il lui dit qu'il a des sources qu'il ne peut pas révéler pour l'instant. Minji n'est pas dupe. Elle sent bien qu'il cache un truc énorme, mais elle a vu la poussière noire sur l'autel de ses propres yeux. Et franchement, le gamin a sauvé des centaines de vies. Alors elle hoche la tête et accepte de lui faire confiance, pour le moment. Elle lui tend son téléphone et enregistre son numéro. Il ne peut plus disparaître comme ça sans prévenir, elle est claire. Do-yoon note le contact et range son téléphone dans sa poche. Une alliance est née, la glacière mystérieuse et le revenant du futur. Pas l'équipe la plus banale, mais elle a de la gueule. Notre garçon passe les jours suivants à potasser ses notes dans sa chambre. Il revoit chaque date, chaque visage, chaque désastre qu'il a déjà vécu. Le tournoi intersaison approche et il doit absolument se faire remarquer. Pas par ego, mais parce qu'il a besoin de ressources et d'alliés haut placés. Et puis montrer ses compétences, c'est aussi envoyer un message à l'organisation de Hwang. Le sage noir a les yeux partout, et Do-yoon doit devenir trop visible pour être ignoré. Le matin de l'annonce des brackets, l'amphithéâtre bourdonne d'excitation. Les élèves se bousculent devant le panneau d'affichage enchanté. Do-yoon se faufile et jette un œil à la liste des duels. Son nom apparaît dans la moitié inférieure du tableau, face à un certain Choi Myung-soo, un mage du vent de bonne réputation, plutôt agile et pénible à attraper. So-yeon, à côté de lui serre le bras et lui souhaite bonne chance. Il lui sourit et promet de ne pas la décevoir. Elle lui glisse un biscuit au chocolat, rituel obligatoire. Il le croque, Savoure le cacao et se dirige vers l'arène. Le premier match a lieu sur le terrain d'entraînement numéro 3, une plateforme de pierre entourée de gradins bondés. Choi Myung-soo entre en premier, salué par une brise qu'il fait tournoyer autour de lui. Il porte une tenue légère et ses cheveux flottent littéralement dans le vent qu'il contrôle. Do-yoon monté sur le ring, les mains dans les poches, l'air décontracté. L'arbitre donne le signal et Choi attaque aussi. Il lance une rafale de lames d'air compressées, un sort qui tranche la pierre. Do-yoon lève un sourcil et murmure une formule courte. Un champ gravitationnel se déploie autour de ses pieds dans un cercle de runes bleues. La pesanteur locale triple d'un coup sec. Les lames d'air plongent vers le sol et s'écrasent avant de l'atteindre. Choi Myung-soo sent le poids sur ses épaules et chancelle. Il essaie de bondir en arrière, mais ses jambes sont lourdes comme du plomb. Do-yoon avance d'un pas tranquille, le cercle gravitationnel qui le suit. il n'a même pas besoin d'attaquer. La gravité fait tout le travail. Le public retient son souffle. Personne n'a jamais vu ce sort ici. Choi Myung-soo essaie une bourrasque ascendante, mais son corps refuse de décoller. Il agite les bras, transpire. Ses runes de vent clignotent et s'éteignent. Au bout de 30 secondes, il pose un genou à terre et abandonne. L'arbitre lève le bras de Do-yoon. Victoire éclair. Notre garçon s'incline poliment devant son adversaire et quitte le ring. Dans les gradins, les chuchotements vont bon train. Baek Jin-hyuk, assis tout en haut, ne dit rien mais son regard est fixe. Il prend des notes mentales. Il décortique chaque mouvement. Pendant la pause suivante, le ciel se couvre un peu et l'air devient plus frais. Do-yoon se dirige vers la buvette pour choper une bouteille d'eau. C'est là qu'il aperçoit une silhouette familière sur le terrain d'entraînement voisin. Haeonari, une junior à la crinière rousse, s'entraîne avec des sphères de feu. Elle est pleine d'énergie. Elle lance des boules de flammes sur des mannequins. Mais soudain, l'une de ses invocations devient instable. La sphère se dilate, crépite, puis explose en un jet de feu incontrôlé. Les flammes partent droit vers un groupe d'élèves qui discutaient un peu plus loin. Nari crie, ses yeux s'écarquillent, trop tard pour corriger le sort. Do-yoon réagit au quart de tour. Il claque des doigts et un bouclier triple couche se matérialise devant les civils. La barrière absorbe l'explosion dans un grondement sourd. Les flammes glissent sur la surface argentée comme de l'eau sur une vitre. Quelques secondes plus tard, plus rien. Juste une odeur de brûlé et de la fumée. Les élèves secourus regardent Do-yoon avec des yeux ronds. L'un d'eux murmure qu'il a sauvé tout le monde sans même transpirer. Nari se précipite, le visage rouge comme une tomate. Elle bafouille, elle s'excuse, elle ne sait plus où se mettre. Do-yoon la rassure d'un geste de la main et lui dit que ça arrive quand on repousse ses limites. Il lui conseille juste de stabiliser son noyau de mana avant d'augmenter la puissance. Nari hoche la tête, les yeux brillants d'admiration et de reconnaissance. Elle lui attrape la main et promet qu'un jour, elle sera assez forte pour le battre en duel. Pas par vengeance, non, mais pour lui montrer qu'elle a appris. Notre garçon rit doucement et accepte le défi avec un clin d'œil. Une énergie joyeuse flotte autour d'eux, malgré la petite frayeur. Quand il repart, Nari le suit du regard, les joues encore en feu. So-yeon, qui passait par là, croise ce regard et fronce un sourcil. Elle ne dit rien,
Mais elle glisse un autre biscuit dans la main de Do-yoon, comme pour marquer son territoire. Le tournoi reprend, et Do-yoon enchaîne les victoires avec une aisance qui intrigue tout le monde. En quart de finale, il affronte un mage de terre spécialisé dans la défense. L'autre élève s'enterre à moitié, s'enveloppe dans des plaques de roches renforcées. Do-yoon utilise une combinaison simple. Un jet de givre qui gèle les articulations de l'armure, puis une décharge électrique qui se propage le long de l'humidité glacée. Le mage de terre est paralysé sur place, ses muscles tétanisés malgré lui. L'arbitre arrête le combat et déclare Do-yoon vainqueur. Dans les gradins, un professeur commente qu'on dirait un vétéran, pas un étudiant. Un autre hoche la tête et note le nom de Kang Do-yoon dans un calepin. En demi-finale, c'est une mage d'eau qui l'attend, réputée pour sa finesse. Elle lève des lames d'eau tourbillonnantes et attaque sous tous les angles. Do-yoon crée une bulle de vide autour de lui, un sort personnel qu'il a perfectionné dans le futur. L'eau ne peut pas pénétrer. Elle glisse sur la surface de la bulle. Il combine ensuite un sort de glace pour figer les lames et une impulsion de foudre pour les briser. La mage d'eau recule, surprise par la rapidité de l'enchaînement. Do-yoon ne lui laisse pas le temps de récupérer et place un sceau de paralysie sur son ombre. Elle lâche prise et s'incline. Bonne joueuse. Le public applaudit. Certains crient déjà son nom. Notre garçon est maintenant en finale, contre le numéro 1 de l'académie. Baek Jin-hyuk n'a pas bougé de sa place sur le banc des finalistes depuis des heures. Il a observé chaque match, chaque sort, chaque faille apparente. Quand Do-yoon croise son regard, il y lit quelque chose de nouveau. Plus seulement de la suspicion, mais une curiosité presque respectueuse. Ils échangent un hochement de tête, un pacte silencieux avant la bataille. Le soir, So-yeon retrouve Do-yoon devant sa chambre et lui prend les mains. Elle lui dit qu'elle a confiance, mais qu'il doit faire attention à Baek. Ce type est imprévisible, et il ne lâche jamais rien. Do-yoon la rassure et lui promet qu'il ne prendra pas de risques inutiles. Min-ji passe à ce moment-là, son écharpe flottant derrière elle. Elle lance un regard froid à Seo-yeon, puis un autre à Do-yoon, et repart sans un mot. Seo-yeon rougit un peu et serre plus fort la main de Do-yoon. Il soupire. Il sent déjà la tension qui monte entre les filles. Mais il a d'autres chats à fouetter. La finale l'attend demain. Le grand jour, l'arène principale est pleine à craquer. Des bannières claquent au vent, l'air vibre de mana ambiante. Les élèves scandent les noms. L'excitation est à son comble. Do-yoon entre sur le ring sous les applaudissements nourris. Baek Jin-hyuk lui fait face, les bras croisés, un petit sourire en coin. L'arbitre lève la main, puis l'abaisse pour lancer les hostilités. Baek ne perd pas une seconde. Il déchaîne une tempête de boules de feu. Des projectiles incandescents qui fusent dans toutes les directions. Do-yoon se déplace en pas glissé, esquivant à quelques centimètres près. Il connaît ce style, agressif et méthodique, pour avoir combattu Baek dans le futur. Il riposte avec un écran de fumée magique qui brouille la visibilité. Puis, il lance une série d'éclairs précis qui zèbrent la fumée. Baek les bloque avec un bouclier de flammes, mais l'impact le fait reculer. Il grogne et intensifie son aura. Le sol se met à fondre sous ses pieds. Do-yoon active un sort de refroidissement localisé pour ne pas brûler. Le combat devient un ballet de lumière et de chaleur. Les deux mages se tournent autour, chacun cherchant l'ouverture. Baek tente une lame de feu comprimée, une attaque vicieuse et rapide. Do-yoon la dévie avec un petit vortex de vent et enchaîne avec une pointe de glace. La glace frappe l'épaule de Baek, mais il l'ignore, porté par l'adrénaline. Il rugit et déclenche son sort signature, un dragon de flamme qui s'élève au-dessus du ring. Le public retient son souffle. La chaleur est insoutenable. Do-yoon concentre toute sa mana restante dans un mur de givre renforcé. Le dragon et le mur se percutent dans une explosion de vapeur brûlante. Quand la fumée se dissipe, les deux combattants sont toujours debout, mais à genoux. Leur réserve de mana clignote sur les cadrans de l'arène, tout à zéro. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire et déclare le match nul. Une ovation monte des gradins, un tonnerre d'applaudissements. Baek se relève en titubant et tend sa main à Do-yoon. Notre garçon l'attrape et se hisse sur ses pieds. L'espace d'un instant, le respect remplace la rivalité dans leur regard. Ils s'inclinent l'un devant l'autre, sous les acclamations. Plus tard, le panneau d'affichage annonce une revanche pour la semaine suivante. L'académie entière ne parle plus que de ce duel. Et c'est exactement ce que Do-yoon voulait, attirer tous les regards sur lui. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à prouver qu'il peut aller encore plus haut. Le panneau d'affichage clignote en lettres dorées. Une revanche officielle est programmée pour le vendredi suivant. Toute l'académie retient son souffle. Les paris vont bon train dans les couloirs. Notre garçon, lui, garde son calme. Il sait déjà ce qu'il va faire. Min-ji le chope par le coude derrière les gradins. Son regard est plus sérieux que d'habitude. Elle l'entraîne dans une salle de stockage vide. Pas un mot. Elle sort une tablette de sa poche. L'écran affiche des relevés de flux de mana très suspects. Des relevés datés d'il y a 1 an,
juste avant l'incident de Yonhwa. Elle zoome sur une signature énergétique particulière, la même signature que celle de la cataclysme Egg. Et elle est liée à un réseau souterrain, un groupe clandestin de mages que personne ne surveille. Minji explique qu'elle a piraté des archives du département de surveillance. Elle a croisé les données avec les déplacements de Wang. Notre garçon écarquille les yeux. Il ne pensait pas qu'elle irait aussi vite. Il lui demande si elle a un nom. Elle secoue la tête. Le groupe n'a pas d'étiquette officielle. Mais ils utilisent un symbole récurrent, une étoile noire à 6 branches. Do-yoon touche l'écran du doigt. Il reconnaît ce symbole. Il l'a vu dans ses souvenirs, sur des ruines, la marque du sage noir. Son cœur s'accélère, mais il garde son visage neutre. Il remercie Minji en posant une main sur son épaule. Elle ne recule pas, ce qui est rare. Il lui promet de tout lui expliquer bientôt. Elle hausse un sourcil, un peu piqué. Elle n'aime pas les secrets, mais elle accepte. Ils conviennent d'un rendez-vous après la revanche. Le vendredi arrive plus vite qu'un éclair. L'arène principale est noire de monde. Les bannières claquent dans un vent magique. Des volutes de mana colorées flottent au-dessus des gradins. Seo-yeon est au premier rang, un ruban bleu dans les cheveux. Elle agite la main en direction de Do-yul. Nari est juste à côté d'elle. Elle sautille sur place en criant des encouragements. Elle a même préparé une pancarte avec des flammes dessinées. Le public rigole en la voyant. Minji, elle, se tient un peu en retrait. Les bras croisés, mais un petit sourire flotte sur ses lèvres. Notre garçon entre sur le ring sous les acclamations. Il salue la foule d'un geste simple. Baek Jin-hyuk arrive juste après, toujours aussi imposant. Il ne regarde personne, sauf Do-yoon. Leurs yeux se croisent, et l'intensité est palpable. L'arbitre rappelle les règles, puis lance le combat. Baek ne perd pas une seconde. Il lève les 2 mains et crache une pluie de boules de feu. Des dizaines de projectiles incandescents zèbrent l'air. Do-yoon active un champ de ralentissement. Une bulle argentée se forme autour de lui. Les boules de feu y entrent et ralentissent comme dans de la mélasse. Il esquive chaque tir avec une aisance déconcertante. Le public retient son souffle, fasciné. Baek grogne et modifie son approche. Il condense ses flammes en lames effilées. Il les lance en rafales, plus rapides que des flèches. Notre garçon réagit au millimètre. Il crée des mini-vortex de vent qui dévient les lames. Puis il passe à l'offensive. Il claque des doigts et un éclair jaillit. Baek lève un bouclier de feu pour le bloquer. L'impact produit une détonation sourde. Mais Do-yoon ne s'arrête pas là. Il envoie une 2e décharge, puis une 3e encore plus puissante. Chaque éclair frappe le même point du bouclier. Le bouclier de Baek commence à se fissurer. Des étincelles volent dans tous les sens. Nari hurle de joie dans les gradins. So-yeon serre ses poings, les jointures blanches. Minji hoche la tête, impressionné malgré elle. Do-yoon profite d'une microseconde de flottement. Il active un sort combiné qu'il n'a jamais montré. Une cage de foudre qui enveloppe Baek de toutes parts. Les éclairs crépitent sans le toucher. Ils forment une prison énergétique. Baek essaie de brûler les barreaux avec sa chaleur. Mais la foudre absorbe l'énergie du feu. C'est une astuce que notre garçon a perfectionnée dans le futur. Personne ne la connaît ici. Baek comprend qu'il est coincé. Il pourrait forcer, mais il risquerait de se blesser. Il baisse les bras et sourit. Un sourire franc, pas moqueur. Il s'incline en direction de Do-yoon. Il déclare forfait d'une voix claire. Le public explose en applaudissements. L'arbitre lève le bras de notre vainqueur. So-yeon saute de joie. Nari agite sa pancarte comme une folle. Minji se permet un sourire plus large. Même les professeurs hochent la tête avec respect. Baek s'approche de Do-yoon pendant les vivas. Il lui tape l'épaule. Il lui glisse à l'oreille qu'il veut lui parler en privé. Pas de rancune, juste une vraie curiosité. Do-yoon accepte immédiatement. Ils se donnent rendez-vous derrière le bâtiment principal. Une demi-heure plus tard, les 2 garçons se retrouvent. L'endroit est calme, loin des oreilles indiscrètes. Baek ne tourne pas autour du pot. Il avoue qu'il a observé Do-yoon depuis le début du tournoi. Il a analysé chaque sort, chaque réaction. Il est convaincu que Do-yoon n'est pas un simple étudiant. Notre garçon ne nie pas. Il hoche la tête, le regard franc. Baek ajoute alors quelque chose d'inattendu. Il a remarqué un professeur qui agit de façon louche. Un certain professeur Park, du département des artefacts. Ce type demande toujours des autorisations pour des fouilles inutiles, et il disparaît souvent sans prévenir. Do-yoon sent un frisson lui parcourir le dos. Il se souvient de ce nom. Dans le futur, Park était lié à des trafics de reliques. Il a peut-être un lien avec Wang. Notre garçon regarde Baek droit dans les yeux. Il lui demande pourquoi il lui raconte ça. Baek répond simplement. Parce qu'il déteste ceux qui mettent l'académie en danger, et il a senti que Do-yoon protège les gens. Il veut aider. Il ne sait pas tout, mais il veut en faire partie.
Do-yoon inspire profondément. Il lui tend la main, pas pour un combat, mais pour un pacte. Baek la serre sans hésiter. Leurs auras se frôlent un bref instant. Une alliance vient de naître derrière le bâtiment. Et elle va changer la donne. Do-yoon décide de ne pas tout révéler tout de suite. Il garde ses visions pour lui. Mais il partage son soupçon sur Wang. Il explique qu'un groupe obscur prépare quelque chose et que le professeur Park pourrait être leur taupe. Baek écoute sans l'interrompre une seule fois. Il propose immédiatement de surveiller Park. Il connaît les couloirs du département des artefacts par cœur. Il peut avoir accès au planning. Do-yoon accepte avec reconnaissance. Ils conviennent d'un signal discret pour communiquer. Un simple hochement de tête suffira. Pendant ce temps, Minji n'est pas restée inactive. Elle a continué à creuser dans les archives. Elle débarque dans la conversation sans prévenir. Elle fixe Baek avec son regard perçant. Elle lui lance qu'elle a entendu leur plan. Et qu'elle ne compte pas rester sur la touche. Baek ne bronche pas. Il la jauge, puis il sourit. Il dit qu'à 3, ils seront plus efficaces. Minji croise les bras, un peu boudeuse. Elle déteste qu'on lui vole la vedette. Mais elle reconnaît que l'idée est bonne. Le trio se retrouve donc réuni. Un ancien numéro 1, une hackeuse glaciale et un voyageur du temps. L'équipe est improbable, mais elle a du mordant. Ils se fixent une première mission. Identifier tous les déplacements de Park dans la semaine. Notre garçon retourne ensuite à sa chambre. Il est épuisé, mais satisfait. La revanche est gagnée, et il a 2 nouveaux alliés. Il s'assoit sur son lit et sort son carnet. Il note les dernières informations. Le symbole de l'étoile noire. Il griffonne rapidement un schéma. Ce signe est la clé de tout. S'ils peuvent remonter sa piste, ils trouveront Wang. Et peut-être même le sage noir. Il referme le carnet et souffle. La partie d'échecs ne fait que commencer. Le lendemain matin, l'ambiance est électrique. Tout le monde parle du combat de la veille. Do-yoon est devenu une célébrité. Des élèves l'arrêtent pour le féliciter. Même des professeurs lui adressent un signe de tête. Notre garçon répond poliment, mais ne s'attarde pas. Il cherche Seo-yeon dans la foule. Il la trouve près de la fontaine centrale. Elle discute avec Nari. Les 2 filles rient à propos de la pancarte. Quand Do-yoon approche, elles se retournent ensemble. Seo-yeon rougit un peu. Nari lui fait un clin d'œil. Nari le félicite avec un enthousiasme débordant. Elle lui dit qu'elle a analysé ses mouvements. Elle veut un duel d'entraînement. Rien que tous les 2. So-yeon intervient en posant une main sur le bras de Do-yoon. Elle suggère qu'il pourrait plutôt s'entraîner en groupe. Le ton est doux, mais le regard est clair. Nari capte le message et lève les mains en riant. Elle dit qu'elle ne veut pas de bagarre. Elle est juste admirative, c'est tout. Do-yoon soupire. Mi-amusé, mi-gêné. Il propose qu'ils aillent manger une glace tous ensemble. La tension se dissout dans un éclat de rire. Plus tard, il rejoint Minji et Baek dans une salle d'études vide. Ils ont dressé une carte des allées et venues de Park sur un tableau. Le professeur a un comportement vraiment étrange. Il visite des entrepôts désaffectés la nuit. Il reçoit des colis non répertoriés. Et il a passé 3 appels cryptés la veille. Baek suggère de placer un sort d'écoute dans son bureau. Minji a déjà préparé le nécessaire. Un petit insecte magique, quasi indétectable. Do-yoon valide le plan. Ils passeront à l'action le soir même, profitant d'une réunion du personnel pour s'introduire. Le soleil se couche sur l'académie. Les 3 complices se glissent dans le couloir du département des artefacts. Baek neutralise la serrure magique sans bruit. Minji libère l'insecte qui se pose sur une étagère. Do-yoon lance un sort de camouflage pour effacer leurs traces. Tout se passe en moins de 2 minutes. Ils ressortent sans que personne ne les voie. L'insecte retransmet déjà des bribes de conversation, des murmures, des pas, puis une voix. Celle de Park, en pleine discussion avec quelqu'un. Il parle d'une livraison. Une livraison d'artefacts très spéciale pour la semaine prochaine. Le cœur de Do-yoon fait un bond. Il comprend que Park prépare quelque chose de gros. Un truc qui pourrait être pire que la bombe de Yeonhwa. Il faut agir vite. Il remercie Baek et Minji pour leur aide. Cette fois, ils ont une longueur d'avance. Ils se tournent vers la fenêtre. La lune éclaire les toits de l'académie. Tout semble paisible. Mais en dessous, la menace du sage noir grandit. Notre garçon serre le poing. Il ne laissera personne détruire ce qu'il a juré de protéger. Il regarde ses 2 alliés. Minji et Baek le regardent avec la même détermination. Ils ne sont plus seuls. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Il leur sourit, un vrai sourire de guerrier. Le prochain round s'annonce explosif. Le lendemain, la routine reprend. Mais notre garçon a changé. Il anticipe, il prépare. Il entraîne aussi Seo-yeon et Nari, leur montrant quelques techniques de défense avancées. Les filles sont ravies de passer du temps avec lui. Nari essaye de l'impressionner avec une nouvelle boule de feu. Elle la contrôle bien mieux qu'avant. Seo-yeon, elle, améliore son bouclier de guérison.
Do-yoon les encourage toutes les deux. Il sait qu'elles auront un rôle à jouer. Personne ne restera sur la touche. Les jours suivants, l'insecte espion continue de transmettre. Park parle d'une chambre souterraine sous l'académie, un lieu que même les archives ne mentionnent pas. Do-yoon note l'information avec fébrilité. Il décide d'organiser une exploration discrète. Baek et Minji acceptent sans hésiter. Le soir venu, ils descendent par un vieux passage oublié. L'air devient humide, chargé de mana résiduel. Les murs sont couverts de runes anciennes. Do-yoon reconnaît certaines d'entre elles. Ce sont des runes de scellement. Elles retiennent quelque chose de puissant. Minji analyse les flux avec son détecteur. Elle murmure qu'il y a un champ de distorsion temporelle. Rien de naturel. Quelqu'un a bidouillé le tissu de la réalité ici. Notre garçon comprend alors l'ampleur du plan. Le sage noir veut manipuler le temps lui-même. Ils arrivent devant une porte massive. Elle est ornée de l'étoile noire à 6 branches. Le symbole est gravé profondément dans la pierre. Impossible de passer sans déclencher une alarme. Do-yoon s'approche et pose sa main dessus. Il sent une vague de mana hostile le traverser. Il retire sa main et recule. Il faut trouver un autre moyen. Ils décident de rebrousser chemin pour l'instant. Mais ils savent désormais où se trouve la véritable menace. Sous leurs pieds, à quelques mètres, l'ennemi se terre dans les fondations même de l'académie. De retour dans la salle d'études, nos 3 complices se regardent en silence. Personne n'a envie de plaisanter. Minji croise les bras et fixe Do-yoon droit dans les yeux. Elle lui demande ce qu'il sait vraiment sur cette étoile noire. Elle veut la vérité. Et tout de suite, notre garçon soupire. Il comprend que le moment de tout déballer est arrivé. Il sort son carnet. Il l'ouvre à une page couverte de notes serrées. Un dessin du symbole à 6 branches y figure déjà. Baek se penche et hausse un sourcil. Il remarque que Do-yoon a écrit le mot « sage noir » en dessous. Do-yoon leur explique qu'il s'agit d'une organisation secrète. Une organisation qui tire les ficelles depuis l'ombre. Minji demande ce que ça a à voir avec Hwang. Do-yoon répond que Hwang n'est qu'un simple soldat. Un rouage dans une machine bien plus grande. Le sage noir orchestre des catastrophes conçues pour remodeler le monde. Il a déjà des preuves. Il parle de l'incident de Yeonhwa. Il mentionne l'œuf de cataclysme. Baek écoute sans scier. Minji tape du poing sur la table. Elle exige de savoir comment Do-yoon connaît tout ça. Notre garçon hésite une seconde. Il choisit ses mots avec soin. Il dit simplement qu'il a ses sources. Il ajoute que le plus urgent est d'arrêter le professeur Park. Park est leur meilleure piste. Minji finit par hocher la tête. Elle accepte de lui faire confiance. Pour l'instant, Baek déclare qu'il est temps de passer à l'action. Il propose d'unir officiellement leurs forces. Il appelle ça la brigade anti-catastrophe. Minji lève les yeux au ciel. Mais elle ne dit pas non. Le trio est né. Do-yoon sent un poids se lever de ses épaules. Il n'est plus seul face à l'inconnu. Le plan s'élabore en moins d'1 heure. Minji s'occupe de la logistique. Elle a déjà repéré 3 postes d'observation parfaits. Baek prépare un sort de brouillage sonore. Un sort qui empêchera quiconque de surprendre leur communication. Do-yoon, lui, révise les schémas du bâtiment administratif. Il connaît chaque couloir par cœur. Le bureau du professeur Park se trouve au 3e étage. Il décide de passer à l'action le lendemain, à minuit tapante. L'insecte magique leur fournira une couverture audio. Ils espèrent enregistrer assez de preuves. Mais Do-yoon n'est pas rassuré. Il sent que le temps leur est compté. Cette livraison d'artefacts spécial l'inquiète. Et si c'était un nouveau type de bombe? Minji pose une main sur son épaule. Elle lui dit de respirer un grand coup. Elle a raison. Il faut rester concentré. La nuit tombe sur l'académie. Le clair de lune baigne les toits. Do-yoon, Minji et Baek traversent la cour déserte. Ils se glissent comme des ombres. L'air est frais. Les étoiles brillent, mais personne ne les remarque. Ils atteignent le bâtiment administratif sans encombre. Baek active le brouilleur. Un léger bourdonnement emplit l'air. Puis le silence. Minji active sa tablette. L'insecte espion retransmet les bruits du bureau de Park en direct. Des bruits de pas, des papiers qu'on froisse. Puis une voix, c'est Park. Il parle à quelqu'un. Quelqu'un que l'insecte ne capte pas. La conversation est étouffée. Park mentionne l'artefact. Il évoque une date. Demain soir. Do-yoon retient son souffle. Soudain, une deuxième voix résonne. Grave, autoritaire. La voix dit que le jeune Kang devient gênant. Notre garçon sent son sang se glacer. Il parle de lui. La silhouette demande si le rituel peut être avancé. Park répond que tout sera prêt. Do-yoon échange un regard avec Minji. Ils comprennent qu'ils doivent intervenir. Maintenant. Impossible d'attendre. Il murmure à Baek de couper le brouilleur. Puis il fonce vers l'escalier. Minji le suit. Baek reste derrière pour surveiller les alentours. Do-yoon arrive devant la porte du bureau. Il ne frappe pas. Il la défonce d'un coup de pied. Le bois vole en éclats. À l'intérieur,
Park se retourne, livide. Une silhouette encapuchonnée se tient près de la fenêtre. La lumière de la lune dessine sa haute stature. Une main gantée esquisse un geste. Un portail noir s'ouvre derrière elle. Do-yoon lance un sort de paralysie. Trop lent. La silhouette plonge dans le portail. Le vortex se referme dans un claquement sec. Park reste seul. Il tremble comme une feuille. Minji pointe sa dague sur lui. Il lève les mains. Il supplie qu'on ne lui fasse pas de mal. Il bafouille qu'il était obligé, qu'il menaçait sa famille. Do-yoon exige de savoir qui. Park secoue la tête. Il a trop peur. Il dit qu'ils le tueront s'il parle. Notre garçon le plaque contre le mur. Il lui crie que c'est sa dernière chance. Park éclate en sanglots. Il avoue le nom de l'organisation. Le Sage Noir. Mais il ignore l'identité de leur chef. Il n'était qu'un intermédiaire. La sécurité de l'académie débarque. Des gardes en armure magique encerclent le bureau. Le directeur adjoint arrive, furieux. Park est menotté avec des bracelets anti-magie. On l'emmène pour interrogatoire. Do-yoon veut l'accompagner, mais on l'en empêche. On lui dit qu'il en a assez fait. Lui et ses amis doivent rentrer chez eux. Minji discute fermement avec l'adjoint. Elle insiste pour qu'il soit tenu informé. L'adjoint promet de les appeler. Le trio se retire à contre-cœur. L'adrénaline redescend. Do-yoon a les mains qui tremblent. Il a touché du doigt l'ennemi. Et il l'a laissé filer. Beck lui tape sur le dos. Il dit que c'est déjà énorme. Ils ont un nom et un prisonnier. Le lendemain matin, la nouvelle éclate. Le professeur Park a été retrouvé mort dans sa cellule. Cyanure. Suicide, d'après les premiers rapports. Do-yoon manque de s'étrangler. Il refuse d'y croire. Beck, à côté de lui, serre les poings. Minji pâlit. Ils comprennent que le Sage Noir a nettoyé derrière eux. Encore une fois. Notre garçon se sent nauséeux. Il revoit le visage terrifié de Park. Il se dit que l'organisation est impitoyable. Personne n'est à l'abri. Même pas les professeurs. Sa colère monte. Mais une peur glaciale la remplace. Il réalise qu'ils savent qui il est. Ils ont parlé de « le jeune Kang ». Il est ciblé. Il pose une main sur son torse. Son cœur bat la chamade. Il pense à Seo-yeon, aux gens qu'il aime. S'ils s'en prennent à lui, il pourrait s'en prendre à elle. Cette idée lui est insupportable. Il décide qu'il ne peut plus garder son secret. Pas avec elle. Il doit tout lui dire. Il la trouve dans le jardin de l'infirmerie. Seo-yeon est assise sur un banc de pierre. Elle lit un grimoire de soins. Le soleil caresse ses cheveux. Quand elle lève les yeux, elle lui sourit. Mais son sourire s'efface en voyant son expression. Elle pose son livre. Elle lui demande ce qui ne va pas. Do-yoon s'assoit à côté d'elle. Il fixe le sol. Il cherche les mots. Il dit qu'il a quelque chose à lui avouer. Quelque chose d'incroyable, de complètement fou. Seo-yeon lui prend la main. Elle lui dit de tout raconter, qu'elle l'écoutera jusqu'au bout. Alors il se lance. Il lui parle du futur qu'il a vécu, des catastrophes, des milliers de morts, et d'elle. Il lui dit qu'elle est morte dans un donjon, écrasée sous les rochers, pendant qu'il ne pouvait rien faire. Sa voix se brise. Il raconte son réveil 3 ans en arrière, la seconde chance, sa mission. Il explique qu'il sait des choses qu'il ne devrait pas savoir, que le Sage Noir veut détruire le monde, et qu'il fera tout pour l'en empêcher. Il se tait. Un long silence s'installe. Il ose enfin la regarder. Seo-yeon a les yeux embués, mais elle ne pleure pas. Elle le regarde avec une intensité qu'il ne lui connaissait pas. Elle demande doucement si c'est pour ça qu'il a changé, s'il porte ce poids tout seul depuis le début. Do-yeon hoche la tête. Il s'excuse. Il dit qu'il aurait dû lui parler plus tôt, mais il avait peur de la perdre, peur de la mettre en danger. Seo-yeon se lève. Elle le prend dans ses bras. Elle le serre fort. Elle lui murmure qu'il n'est plus seul. Qu'elle est là. Qu'elle le croit. Elle promet de l'aider, de se battre à ses côtés. Do-yoon sent les larmes lui monter aux yeux. Toute la pression retombe. Il lâche prise. Il pleure pour la première fois depuis son retour. Seo-yeon caresse ses cheveux. Elle lui dit qu'ils vont s'en sortir. Ensemble, notre garçon referme les bras sur elle. Il a l'impression de retrouver un port après une tempête. Maintenant, elle sait. Maintenant, ils sont deux. Le monde entier peut bien essayer de l'arrêter. Il ne laissera rien lui arriver. Jamais. Une sirène stridente déchire le silence du jardin. Seo-yeon sursaute et plaque les mains sur ses oreilles. Notre garçon se redresse aussitôt. Il reconnaît ce bruit. C'est l'alarme générale de l'académie. Une brume violette commence à s'infiltrer entre les bâtiments. Elle rampe au ras du sol comme une fumée toxique. Seo-yeon retient son souffle. Do-yoon attrape sa manche. Il lui ordonne de rester collé à lui. Il sprinte vers le hall principal. D'autres élèves courent en tous sens. Certains toussent déjà. Des hurlements percent le brouillard. Des silhouettes trébuchent et cherchent la sortie. La panique grimpe d'un cran.
Notre héros repère un groupe de première année figé par la peur. Il dégaine un sort lumineux qui perce la brume. Sa voix claque comme un fouet. Il crie aux plus jeunes de le suivre. So-yeon ouvre une bulle de soin autour d'eux. La bulle repousse le gaz violet. Les gamins reprennent espoir. Beck surgit du brouillard à grandes enjambées. Ses yeux rouges flambent malgré la fumée. Il demande ce qui se passe. Do-yoon désigne le cœur du nuage toxique. Il explique que c'est un artefact qui pompe la mana ambiante. Celui qui contrôle cet objet peut drainer tous les mages. Beck jure entre ses dents. Il promet de se charger de l'aile est. Notre garçon hoche la tête. Il sait que chaque seconde compte. Minji apparaît au sommet du grand escalier. Elle fend le brouillard comme une lame de glace. Ses pieds nus ne touchent presque pas les marches. Elle étend les bras. Des vrilles gelées jaillissent de ses doigts. Elle fige plusieurs tentacules de fumée qui menaçaient des élèves. Nari débarque en courant. Ses cheveux orange claquent dans l'air vicié. Elle tousse un peu. Puis elle voit Do-yoon. Ses joues s'empourprent malgré le chaos. Elle demande ce qu'elle peut faire. Notre héros lui indique la fontaine centrale. La brume y est plus dense. Il lui annonce que l'artefact se cache derrière cette fontaine. Nari serre les poings. Elle promet de le débusquer. Elle inspire profondément. Puis elle allume une barrière de flammes devant elle. Son feu repousse la brume comme un rideau. Un couloir de cendres chaudes s'ouvre entre les colonnes. Do-yoon la suit sans hésiter. So-yeon ferme la marche. En soignant les blessés sur leur passage. Un élève s'est évanoui près d'un banc. Elle le tracte à l'abri d'un geste rapide. La douce guérisseuse serre les lèvres avec détermination. Personne ne mourra cette nuit. Minji les rattrape au niveau du bassin. Elle glisse sur une plaque de givre qu'elle crée en marchant. Ses yeux fixes analysent chaque mouvement du brouillard. Elle murmure que le centre de la perturbation est juste là-bas. Bak rejoint le groupe. Ses poings fument. Il annonce que l'aile est sécurisée. Les 4 jeunes gens forment un cercle défensif. Do-yoon lève le poing. Il donne le signal. Minji envoie une vague de froid droit devant. La moitié du brouillard se solidifie en cristaux mauves. Nari propulse une flèche de feu qui les pulvérise. Le passage se dégage. Et là, accroupi derrière la fontaine, Hwang les attend. Il tient une sphère noire qui pulse comme un cœur malade. Ses doigts crasseux la serrent avec avidité. La fumée violacée s'échappe de la sphère. Chaque battement aspire l'énergie des mages alentour. Hwang ricane. Il lâche un commentaire moqueur. Il dit que le petit Kang voulait jouer les héros, qu'il va apprendre ce que coûte l'arrogance. Notre garçon ne répond pas. Il observe l'artefact. Il reconnaît une ancienne technique de compression de mana. Mais ce modèle déverse l'énergie au lieu de la stocker. Il détruit tout autour. Hwang le brandit comme un trophée. Il hurle que la brume dévoreuse va avaler l'académie entière. Puis, il active une pulsation. Un mur de fumée s'abat sur Do-yoon. Minji se jette devant lui. Un mur de glace épais se dresse. L'impact pulvérise la glace. Mais ça leur donne une seconde. So-yeon lance une impulsion de soin pour renforcer leur cœur. Nari enrage. Elle court vers Hwang. Ses semelles crèvent le brouillard. Elle lance une rafale de 10 petites boules de feu. Elle tourbillonne autour du fou. Il les écarte d'un revers de main. La fumée les absorbe. Hwang se moque. Il traite la gamine de bougie inutile. Le visage de Nari se décompose. Mais notre héros l'appelle. Il lui dit de ne pas l'écouter. Puis il avance. Il demande au reste de l'équipe de le couvrir. Beck et Minji attaquent les flancs. Le dragon de flamme de Beck percute la fumée. Minji scelle une partie des tentacules dans un sarcophage de glace. Nari brûle une traînée au sol pour le stabiliser. So-yeon maintient une barrière lumineuse. Tout le monde donne son maximum. Do-yoon s'approche. Il ferme les yeux. Il visualise la sphère. Puis, il invoque un sort qu'il n'a pas employé depuis sa première vie. Un sort temporel extrêmement délicat. Il ne stoppe pas le temps. Il inverse localement la flèche de la causalité. Autrement dit, il force l'artefact à revivre son propre chargement à l'envers. La sphère se met à vibrer. Hwang sent la chose lui échapper. Il hurle. Il essaie de la retenir. Mais la fumée reflue à toute vitesse. Elle est aspirée vers l'intérieur. Comme si une vidéo repassait à l'envers. Les étudiants ahuris remarquent que le brouillard s'éclaircit. Le sort de Do-yoon exige une concentration absolue. Une goutte de sueur coule sur sa tempe. Mais il tient bon. La sphère émet un craquement sinistre. Une fissure se forme à la surface. Hwang lâche l'objet en jurant. L'artefact tombe au sol. Il éclate. Une onde de choc transparente se propage. Elle renverse tout le monde. Hwang est projeté contre un mur. Il s'affale comme une poupée de chiffon. Notre garçon vacille. So-yeon le rattrape. Elle pose une main sur sa poitrine. Son diagnostic confirme qu'il n'a rien de cassé. Juste une fatigue monstre. Elle lui sourit. Elle lui dit qu'il a réussi. Puis, elle l'embrasse sur la joue.
Nari manque de s'étouffer. Elle rougit comme une tomate. Minji lui jette un regard glacé, mais elle ne dit rien. Beck éclate de rire. Il dit que la guerre amoureuse peut attendre. Le calme revient peu à peu. La brume a totalement disparu. L'air redevient respirable. Des applaudissements éclatent dans la cour. Des élèves acclamant le nom de Kang Do-yoon. Notre héros se redresse avec peine. Il regarde l'endroit où Hwang a atterri. Le fou est toujours là, mais il se relève. Son bras gauche pend inerte. Son visage est déformé par la rage. Il crache du sang. Il pointe un doigt crochu vers notre garçon. Il beugle que ce n'est pas fini. Que le sage noir les réduira tous en cendres. Puis, il active un portail d'urgence. Le disque sombre s'ouvre sous ses pieds. Hwang bascule dedans. Avant de disparaître, il profère une dernière menace. Il jure qu'il reviendra pour lui prendre tout ce qu'il aime. Le portail se referme. Le silence retombe. Minji se tourne vers Do-yoon. Elle annonce qu'elle a planté un traceur sur lui avant son départ. Notre garçon lui sourit avec lassitude. Il lui répond qu'ils auront une longue discussion. So-yeon lui prend la main. Nari s'approche timidement. Elle bredouille qu'elle n'a pas été très utile. Do-yoon lui ébouriffe les cheveux. Il lui assure qu'elle a fait briller son courage. La flamboyante rougit de plaisir. Beck croise les bras en soupirant. Il clame que sauver l'académie était moins fatigant que de gérer ce trio. Tout le monde rit. La tension retombe définitivement. Les autorités du campus débarquent en trombe. Le directeur adjoint exige des explications. Notre héros résume les faits en 2 phrases. Il précise que l'assaillant était Hwang Gun-sik. Des gardes vérifient les débris de l'artefact. Le morceau le plus gros conserve encore une lueur noire. Un professeur le saisit avec des pinces magiques. Il annonce qu'ils vont analyser ses restes. Do-yoon s'accorde enfin un moment de répit. Il se laisse glisser contre le rebord de la fontaine. Les filles s'asseyent près de lui. So-yeon à sa gauche, Minji à sa droite. Nari s'accroupit devant lui. Toutes les 3 le regardent avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. So-yeon lui reproche gentiment d'avoir failli se tuer. Minji lui demande pourquoi il ne lui a pas confié le sort avant. Nari promet de s'entraîner 1000 fois plus dur pour le protéger. Notre garçon ferme les yeux. Il sent un cocon de chaleur autour de lui. Il sait que la route sera encore longue. Mais aujourd'hui, il a gagné. Et il n'est plus seul. Quand il rouvre les yeux, le jour se lève. La première lueur de l'aube chasse les dernières ombres. Le campus respire à nouveau. La brume dévoreuse n'est plus qu'un mauvais souvenir. 3 heures plus tard, le directeur de l'académie convoque une assemblée exceptionnelle. Tous les élèves se massent dans le grand amphithéâtre. Notre garçon se tient debout sur l'estrade, les vêtements encore un peu froissés. So-yeon lui a passé un coup de sort de nettoyage rapide. Il a quand même une tête de déterré, mais le sourire est là. Le directeur s'avance vers le pupitre. Il réclame le silence d'un geste de la main. Puis il déclare d'une voix solennelle que Kang Do-yoon est promu au rang honorifique A. Le public explose. Des cris, des sifflets, des applaudissements à tout rompre. Nari saute sur place comme une puce. Les journalistes se bousculent déjà au premier rang. Un type avec un micro se plante devant notre garçon. Il lui demande comment il a réussi à détruire un artefact de cette puissance. Do-yoon hausse les épaules. Il répond qu'il a juste suivi les consignes de sécurité. La salle éclate de rire. Un autre reporter de savoir s'il a agi seul. Notre héros cite immédiatement So-yeon, Minji, Nari et Beck. Il répète que sans eux, rien n'aurait été possible. La caméra zoome sur les filles. So-yeon rougit doucement. Minji croise les bras, impassible. Nari fait un V de la victoire en hurlant qu'elle a un peu aidé. Beck soupire dans son coin. On dirait un grand frère exaspéré par ses petites sœurs. Le directeur remet à Do-yoon un badge argenté marqué du sceau de l'académie. Il précise que ce grade donne accès à la bibliothèque restreinte et aux salles d'entraînement avancées. Notre garçon remercie poliment, mais il aperçoit déjà le regard en coin de Minji. Elle a probablement déjà prévu de l'interroger sur ses techniques. Après la cérémonie, les journalistes continuent de le mitrailler. Il réussit à leur échapper en se glissant derrière une colonne. So-yeon l'attrape par la manche. Elle le tire vers une sortie dérobée. Il débouche dans un couloir désert. Elle lui demande s'il va bien. Il lui prend la main et lui promet qu'il ne va pas s'évanouir une deuxième fois. Elle lui rappelle qu'il n'a pas le droit de se tuer avant la remise des diplômes. Notre garçon éclate de rire. Le soir même, Do-yoon rassemble sa petite brigade dans un sous-sol désaffecté. C'est une salle poussiéreuse derrière la chaufferie. Personne ne vient jamais ici. Beck tousse en entrant. Il demande si on ne pouvait pas choisir un endroit avec des fenêtres. Minji répond qu'il a peur des araignées. Nari ricane. Notre garçon allume une sphère de lumière. Il explique que cet endroit sera leur QG secret. Beck hausse un sourcil. Il dit que ça ressemble surtout à un entrepôt de balai. Do-yoon sourit. Il déclare que le premier exercice consiste à compresser leur mana.
Il leur montre une technique de respiration avancée. C'est un truc qu'il a appris dans sa première vie, auprès d'un maître ermite. Il leur fait ralentir leur rythme cardiaque. Puis il leur ordonne de concentrer leur mana dans une sphère de la taille d'une bille. Soyeon réussit presque tout de suite. Sa petite bille lumineuse flotte au-dessus de sa paume. Minji la comprime en un éclat de glace minuscule. Nari produit une étincelle instable. Elle souffle dessus et la flamme grossit brusquement. Elle manque de cramer la manche de Beck. Le pauvre recule en grommelant. Beck tente à son tour. Il obtient une bille rouge parfaitement stable. Do-yoon félicite tout le monde. Il leur promet qu'en répétant l'exercice chaque jour, leur mana deviendra plus dense. Soyeon lui demande combien de temps il a mis la première fois. Notre garçon répond qu'il a mis 3 mois. Les yeux de Nari s'écarquillent. Minji remarque qu'il n'a que 19 ans. Do-yoon se contente de sourire. Il ne précise pas qu'il parle de sa vie antérieure. Beck secoue la tête. Il murmure que ce type est un monstre. La séance suivante, Nari arrive la première. Elle a révisé toute la nuit. Elle attrape Do-yoon par le bras. Elle le supplie de devenir sa partenaire d'entraînement pour le combat. Elle promet de ne pas le brûler. Seo-yeon surgit derrière elle sans un bruit. La guérisseuse déclare d'une voix douce qu'elle était là la première. Nari se retourne, outrée. Elle proteste qu'elle l'a demandé en premier. Seo-yeon sourit. Elle lui rappelle que c'est elle qui a sauvé Do-yeon avec sa bulle de soin. Nari rougit. Elle balbutie qu'elle aussi, elle a protégé le campus. Les deux filles se font face. L'air crépite. On pourrait faire griller un marshmallow entre leurs regards. Minji entre à ce moment-là. Elle observe la scène avec un air glacial. Elle lance simplement que leur niveau de mana est encore trop bas pour se chamailler. Nari et Seo-yeon se figent. La senior passe devant elle. Elle s'arrête devant Do-yoon. Elle lui annonce qu'elle sera sa partenaire pour la démonstration. Nari manque de s'étrangler. Seo-yeon serre les poings. Minji se met en garde sans leur accorder un regard. Elle demande à notre garçon de l'attaquer avec sa gravité modifiée. Do-yoon hésite une seconde. Puis, il active son chant. La pression triple autour d'eux. Minji ne vacille pas. Elle contre avec une fine couche de glace sur ses articulations. Elle se déplace avec une fluidité incroyable. Elle lui adresse même un petit sourire narquois. Nari observe, bouche bée. Soyeon prend des notes mentales en silence. Do-yoon augmente l'intensité. Minji riposte avec une rafale d'aiguilles de givre. Il les dévie d'un geste. Ils échangent une dizaine de coups en 30 secondes. Puis, elle recule et incline légèrement la tête. Elle admet qu'il est meilleur que prévu. Le cœur de Nari se serre. Elle se sent minuscule. Soyeon aussi affiche un petit pli entre les sourcils. Beck, appuyé contre le mur, éclate d'un rire étouffé. Il se tourne vers Do-yoon. Il lui lance qu'il a les mains pleines. Notre garçon lève les yeux au ciel. Il propose à tout le monde de recommencer l'exercice de compression. Minji retourne à sa place sans un mot. Nari et Seo-yeon échangent un regard. Une rivalité silencieuse s'installe. Mais elles se remettent au travail sans broncher. L'entraînement dure toute la semaine. Chaque matin, le sous-sol s'emplit de lumière et de glace. Les billes de mana deviennent de plus en plus stables. Même Nari arrive à maintenir sa flamme sans faire exploser le coin. Seo-yeon développe une variante de sa bulle de soin qui accélère la récupération des autres. Minji perfectionne son sarcophage de glace. Beck affine le contrôle de son dragon de flamme. Notre garçon les regarde avec une fierté de grand frère. Mais il sait que le temps presse. Un soir, il s'assied seul dans le sous-sol. Il ferme les yeux. Il essaie de sonder les souvenirs de sa première vie. Il cherche le prochain signal d'alarme. Et soudain, ça le frappe. Une vision explose derrière ses paupières closes. La tour centrale du quartier administratif de Séoul. Elle s'embrase d'un seul coup. Des flammes pourpres, épaisses comme du sirop, coulent le long des façades. Des civils hurlent. Le ciel devient rouge sang. Un symbole noir flotte au-dessus du brasier. Un sceau à 6 branches, exactement celui du sage noir. Do-yoon rouvre les yeux en sursaut. Il halète. La sueur lui colle les cheveux au front. Il se lève d'un bond. Il attrape son téléphone. Il envoie un message à tout le groupe. 3 mots. Urgence, venez. 10 minutes plus tard, tout le monde est là. Seo-yeon porte encore son pyjama à motif de lapin. Nari a les cheveux en bataille. Minji est impeccable, comme toujours. Beck bâille. Do-yoon leur montre un croquis rapide de la tour en flammes. Il leur explique que c'est la prochaine attaque. Un incendie surnaturel qui ne s'éteindra pas avec de l'eau. Il précise que ça arrivera dans moins de 2 semaines. Beck lui demande d'où il tire cette info. Notre garçon hésite une seconde. Seo-yeon lui serre le bras. Il décide de leur révéler une partie de la vérité. Il leur dit qu'il a des prémonitions. Pas du voyeurisme, plutôt des échos d'un futur qui a déjà existé. Minji plisse les yeux. Elle lui rappelle qu'elle déteste les mensonges. Il soutient son regard. Il lui promet qu'il leur dira tout, mais pas maintenant.
D'abord, il faut empêcher un massacre. Nari pose sa main sur la table. Elle déclare qu'elle le croit. So-yeon approuve d'un hochement de tête. Baek hausse les épaules. Il dit que si Do-yoon ne les a pas trahis la semaine dernière, il ne va pas commencer aujourd'hui. Notre garçon annonce la suite du plan. Ils doivent se rendre dans la capitale. Il connaît un forgeron discret qui peut leur fabriquer des équipements résistants à la chaleur. Il faudra aussi dénicher une planque et observer les mouvements suspects autour de la tour. Minji propose de contacter un ancien contact à elle. Il s'appelle Son Jae-won, un informateur qui doit une fière chandelle à sa famille. Do-yoon accepte immédiatement. Nari saute sur place. Elle dit qu'elle n'a jamais mis les pieds à Séoul. So-yeon lui rappelle qu'elle a grandi à la campagne. Nari lui tire la langue. Minji coupe court aux enfantillages. Elle annonce qu'ils partiront dans 2 jours, à l'aube. Baek suggère de prendre un train de nuit pour éviter les regards. Tout le monde approuve. L'ambiance est grave, mais excitée. Ils sentent qu'ils franchissent une nouvelle étape. Do-yeon range ses croquis. Il les remercie tous de lui faire confiance. Puis, il leur demande d'aller dormir. La journée de demain sera la dernière avant le grand voyage. Alors que tout le monde se disperse, So-yeon s'attarde un instant. Elle touche l'épaule de Do-yoon. Elle lui murmure qu'elle est fière de lui. Puis elle dépose un rapide baiser sur sa joue. Nari, qui a oublié son sweat, fait demi-tour juste à ce moment-là. Elle voit la scène. Ses joues deviennent écarlates. Elle bafouille une excuse incompréhensible. Elle repart en courant presque. Do-yoon se frotte la nuque. So-yeon rit doucement. Elle lui souhaite bonne nuit. Notre garçon reste seul dans le sous-sol. Il éteint la lumière. Mais une petite boule de chaleur lui reste dans la poitrine. Cette fois, il n'est pas seul à porter le poids du monde. Et il compte bien garder tout son petit monde en vie. La lune est haute quand Nari traverse le couloir sur la pointe des pieds. Elle porte son pyjama à motif de fraise et serre un petit sachet de bonbons contre sa poitrine. Ses joues sont déjà roses avant même d'avoir frappé. Elle s'arrête devant la porte de Do-yoon et prend une énorme inspiration. Sa main tremble un peu quand elle toque. 3 petits coups rapides. Notre garçon ouvre, encore en tenue de jour, des cartes étalées sur son bureau. Il cligne des yeux en la voyant. Nari baisse la tête et lui tend les bonbons comme une offrande. Elle murmure qu'elle n'arrivait pas à dormir. Do-yoon la fait entrer sans poser de questions. Elle se perche au bord du lit, les genoux serrés, les doigts qui tripotent le sachet. Il s'accroupit devant elle pour être à sa hauteur. Elle avale sa salive, puis s'assort d'un coup. Elle lui dit qu'elle l'aime. Pas en mode admiration ou respect, précise-t-elle, mais pour de vrai. Elle ajoute que depuis qu'il l'a sauvée lors de l'examen, elle ne pense qu'à lui. Elle n'a jamais ressenti ça pour personne. Sa voix devient toute petite sur la fin. Do-yoon sent son cœur gonfler et se serrer en même temps. Il pose doucement sa main sur la sienne. Il la remercie de lui faire confiance. Puis il lui dit la vérité. Il ne peut pas s'engager maintenant. Pas parce qu'elle ne lui plaît pas, au contraire. Mais le monde risque de brûler dans les prochaines semaines. Et s'il la perdait parce qu'il n'était pas concentré, il ne se le pardonnerait jamais. Nari relève la tête, les yeux un peu brillants mais le menton ferme. Elle lui demande s'il est en train de la rejeter ou de lui donner de l'espoir. Notre garçon esquisse un sourire désolé. Il avoue qu'il ne sait même pas lui-même. Il a besoin de temps. Nari renifle et fourre un bonbon dans la bouche de Do-yoon. Elle lui déclare qu'elle attendra. Et elle compte bien gagner, précise-t-elle en croisant les bras. Il éclate d'un rire léger et la serre dans ses bras quelques secondes. Elle se détend, soupire, puis se lève. Avant de partir, elle lui dit de ne pas mourir bêtement. Sinon, elle le poursuivra jusque dans l'au-delà pour se venger. Do-yoon lui promet. La porte se referme. Il reste debout là, le goût sucré du bonbon qui fond sur sa langue. 2 filles en 1 semaine. Son cœur va finir par exploser. Mais il n'a pas le temps de philosopher. Le lendemain, les valises sont prêtes. À l'aube, la petite troupe se retrouve devant le portail de l'académie. So-yeon porte un sac de soins rempli de potions. Nari trimballe une quantité suspecte de snacks. Minji vérifie son grimoire de glace, imperturbable. Baek baille et réclame un café. Do-yoon active la pierre de téléportation collective qu'il a empruntée aux archives. Une ellipse de lumière bleue s'ouvre devant eux. Ils la franchissent ensemble et disparaissent du campus. La capitale apparaît dans un fracas de bruits de klaxons et de panneaux luminescents. Les gratte-ciel portent des runes de stabilisation climatique à leur sommet. L'air sent la magie industrielle et le barbecue de rue. Nari écarquille les yeux devant une enseigne animée. Elle s'exclame que c'est immense. Minji la tire par le col avant qu'elle ne s'égare. Do-yoon guide le groupe vers les ruelles basses, là où les bâtiments sont plus vieux. Il cherche une façade en briques noircies avec un heurtoir en forme de main. Il la trouve au fond d'une impasse mal éclairée. Il frappe 2 coups longs, 3 courts. Un Judas coulisse. Une voix rocailleuse demande le mot de passe. Notre garçon répond « Grand-mère a besoin d'un tablier ». Le verrou claque
et la porte s'ouvre. Un homme à la barbe grisonnante. Les bras couverts de cicatrices de forge les accueille. C'est Maître Hong, le forgeron que Do-yoon avait croisé dans sa première vie. Il examine le groupe d'un œil suspicieux. Do-yoon lui annonce qu'ils ont besoin d'équipements résistants à la chaleur. Hong se gratte le menton et les fait descendre dans son atelier en sous-sol. Des armures incomplètes pendent du plafond. Golem automate polie une épée dans le coin. Hong leur montre une collection de plaques en alliage de salamandre. Il explique que ça peut bloquer une température de fusion standard pendant 20 minutes. Do-yoon commande 5 ensembles complets. Hong siffle entre ses dents et annonce un prix. Minji sort une bourse de pièces de mana sans sourciller. Le forgeron hausse les sourcils, impressionné, et se met au travail immédiatement. Pendant qu'il forge, notre garçon envoie un message crypté. Il utilise le code que Minji lui a transmis pour contacter son informateur. La réponse tombe en moins de 5 minutes. Un rendez-vous dans un salon de thé à 3 rues de là. 2 heures plus tard, les plaques d'armure sont prêtes. Chacun enfile son plastron sous ses vêtements civils. Nari se plaint que ça gratte. So-yeon lui rappelle que c'est mieux que de rôtir. Beck leur demande de se concentrer. Le groupe se faufile jusqu'au salon de thé indiqué. C'est un endroit discret, avec des lanternes mauves Et des serveurs silencieux. Un homme mince, Les cheveux gominés en arrière, leur fait signe depuis une alcôve. Son Jae-won, L'ancien contact de Minji porte un costume froissé mais des yeux perçants. Il ne perd pas de temps en politesse. Il pose une enveloppe craft sur la table. À l'intérieur, une carte détaillée des planques connues de Hwang dans la capitale. 7 emplacements sont marqués d'encre rouge. Do-yoon la déplie et l'étudie. Il reconnaît 3 adresses qu'il avait repérées dans ses souvenirs. Son les observe en silence, puis fixe Minji. Il lui dit qu'il rembourse sa dette avec ça. Il ajoute que le type qu'il traque Est lié à des gens dangereux. Des rumeurs parlent d'un rituel prévu pour cette semaine. Notre garçon le remercie Et glisse l'enveloppe dans sa poche. Son se lève, rajuste sa cravate et disparaît par une issue latérale. So-yeon retient son souffle. Elle murmure que tout ça devient de plus en plus réel. Do-yoon pose la carte au centre de la table, Il pointe le manoir des conférences. au nord de la ville. Il leur explique que c'est là que les mages de la capitale organisent leurs réunions mondaines. Une couverture parfaite pour un échange discret entre complices. Minji propose de s'y infiltrer le soir même sous couvert d'illusion. Beck demande s'ils ont assez de mana pour maintenir une illusion collective. Notre garçon répond qu'il a une meilleure idée. Il leur montre une technique de camouflage apprise dans le futur. Une distorsion lumineuse qui ne consomme presque rien, mais ne dure qu'1 heure. Assez pour entrer, écouter et sortir. Nari sautille d'impatience. Elle veut absolument tester son plastron neuf. Seo-yeon soupire mais se prépare. Le crépuscule tombe sur la capitale. Les réverbères magiques s'allument en bourdonnant doucement. Le manoir des conférences brille de 1000 chandelles derrière ses grilles dorées. Des calèches enchantées déposent des mages en tenue d'apparat. Do-yoon active la distorsion lumineuse sur le groupe entier. Leurs silhouettes se fondent dans les ombres, presque invisibles à l'œil nu. Il se glisse par une porte de service Laissée entr'ouverte par un traiteur. À l'intérieur, C'est un dédale de couloirs et de salons parfumés à la rose. Ils entendent des bribes de conversation sur les fluctuations de mana et les dernières découvertes alchimiques. Do-yoon les dirige vers la salle des archives selon les informations de Jae-won. Là-bas, derrière une double porte en bois sombre, une voix familière résonne. Celle de Hwang. Notre garçon plaque tout le monde contre le mur. Il fait signe de ne plus bouger. Hwang discute avec un interlocuteur inconnu dont la voix est déformée par un sort de masquage. Il parle du rite de la brûlure. L'inconnu demande si l'objet est arrivé. Hwang répond qu'il est en salle de purification et sera prêt dans 2 nuits. Il évoque une ancienne flamme prisonnière qu'ils vont libérer. Une fois le rite accompli, une tempête de feu permanente recouvrira le centre-ville. Des milliers de morts. Assez de chaos pour que le sage noir agisse librement. Minji serre le poing. Nari pâlit. Seo-yeon plaque une main sur sa bouche. Beck articule silencieusement 2 nuits. Do-yoon sort un petit charme de pistache de sa poche intérieure. Il le lance d'une pichenette. Le charme, minuscule comme un grain de poussière, se pose sur l'ourlet de la robe de Hwang. Il adhère sans un bruit. Hwang ne remarque rien. Il prend congé de son mystérieux allié. Le groupe se replie, silencieux, dans le couloir. Il quitte le manoir juste avant que la distorsion ne s'éteigne. De retour dans la rue, Nari tremble. Pas de peur, précise-t-elle. De rage. Seo-yeon lui prend la main et la serre. Notre garçon annonce qu'il retourne à l'auberge immédiatement. Il active le sort de localisation lié au charme. Un petit point rouge clignote sur une carte mentale. Hwang se déplace vers l'est. Ils ont du temps, mais pas beaucoup. Dans leur chambre louée, ils s'assoient autour d'une table boiteuse. Minji déclare qu'elle veut frapper maintenant.
Elle veut prendre d'assaut la planque avant le rituel. Beck croise les bras et répond que c'est trop risqué sans connaître les défenses. Minji riposte qu'attendre. C'est leur laisser le temps de préparer un piège. La tension monte. Le givre crépite autour des doigts de Minji. Les flammes de Beck ondulent sur ses épaules. Nari tape du poing sur la table. Elle dit que se disputer ne sert à rien. Do-yoon lève une main pour les calmer. Il rappelle que Hwang ne sait pas qu'ils l'ont suivi. L'effet de surprise est leur meilleure arme. Il propose de suivre le signal jusqu'à la cachette, de l'observer d'abord. Repérer le nombre d'ennemis, les pièges, la disposition, Puis frapper au bon moment, juste avant le rite. Minji plisse les yeux. Elle lui demande ce qu'ils feront si l'ennemi lance le rituel plus tôt. Do-yoon hausse les épaules avec un sourire fatigué. Il répond qu'ils improviseront. Comme d'habitude. Beck éclate de rire. Il déclare que ce plan est stupide, puis il ajoute qu'il en est. Minji pousse un long soupir et capitule d'un signe de tête. Seo-yeon propose de préparer des potions de résistance au feu pour tout le monde. Nari offre de l'aider en régulant la température des chaudrons. L'ambiance se détend un peu. Ils se répartissent les tâches pour la nuit. Do-yoon reste assis à la fenêtre. Les yeux fixés sur le point rouge qui clignote. Il sent leur détermination à tous. C'est une sensation nouvelle. Il se lève et va aider So-yeon à mesurer les doses de poudre de phénix. Leurs doigts se frôlent au-dessus des fioles. Elle lui sourit, fatiguée mais confiante. Il sent une chaleur dans sa poitrine qui n'a rien à voir avec la magie. Nari arrive avec un plateau de tasses fumantes et leur ordonne de faire une pause. Minji vérifie le signal une dernière fois avant d'aller s'adosser au mur. Elle ferme les yeux, mais Do-yoon sait qu'elle ne dort pas. Beck montait la garde devant la porte. La nuit s'écoule dans un silence entrecoupé de préparatifs. Quand l'aube pointe, Notre garçon range les fioles dans sa besace. Il regarde ses compagnons épuisés mais debout. il leur dit qu'il est fier de faire cette équipe avec eux. So-yeon pose une main sur son épaule. Nari lui donne une tape motivante dans le dos. Minji hoche la tête. Un coin des lèvres relevé. Beck lance que si les discours sont finis, ils ont une planque à débusquer. Le signal clignote toujours, quelque part à l'est. Droit vers un entrepôt désaffecté. Do-yoon ouvre la porte. Le jour se lève sur la capitale. Et la traque entre dans sa phase décisive. Le point rouge clignote. Il s'immobilise. Droit sur l'entrepôt brûlé, comme prévu. Notre garçon lève le poing. Toute l'équipe s'arrête net derrière lui. L'aube est grise et le vent sent la cendre froide. Devant eux, une carcasse de béton noircie par un incendie ancien. Des poutres d'acier tordues pendent du plafond effondré. Minji plisse les yeux Et murmure que le signal vient de sous leurs pieds. Beck s'accroupit près d'une plaque métallique au sol. Il passe les doigts sur des marques de runes à demi effacées. Il annonce que c'est une trappe d'accès, verrouillée par un sort de mascade. Seo-yeon pose une main sur l'épaule de Do-yoon Et lui demande s'ils descendent vraiment. Nari serre son poing enflammé. Et répond qu'elle n'a pas traversé la moitié de la capitale pour reculer. Do-yoon scanne les runes. Il reconnaît la signature. C'est un verrou à résonance inversée, le même principe que l'œuf de cataclysme. Il sort un éclat de cristal neutre de sa besace. Il le plaque sur le centre de la trappe. Le cristal absorbe l'enchantement en 1 seconde. La plaque coulisse avec un grondement sourd. Un escalier de pierre s'enfonce dans le noir. Minji passe devant et descend la première. Une sphère de givre flottant au-dessus de sa paume. La température chute de 10 degrés d'un coup. L'escalier débouche sur un couloir voûté. Des torches magiques brûlent d'une flamme violette le long des murs. L'air sent le soufre et le métal chauffé. Beck lâche un juron étouffé. Il dit que ce genre d'installation ne se construit pas en 1 semaine. Le couloir s'élargit en une immense salle circulaire. Le plafond est haut de 3 étages. Au centre, Un cercle rituel gravé dans la pierre pulse d'une lumière orangée malsaine. Des veines de mana brutes courent dans le sol comme des racines incandescentes. Et au milieu du cercle, agenouillé, Hwang psalmodie. sa robe est déchirée. Son bras gauche pend, inerte. Mais sa main droite serre un noyau de mana en fusion. L'objet ressemble à un petit soleil prisonnier dans une sphère de verre noir. La chaleur déforme l'air autour de lui. Seo-yeon plaque une main sur sa bouche. Nari écarquille les yeux et murmure que ce truc va exploser. Do-yoon évalue la scène en une fraction de seconde. Le cercle est presque complet. Le noyau de mana a déjà commencé à s'ouvrir. Il donne ses ordres à voix basse. Minji et Beck attaquent les nœuds du cercle. So-yeon reste en retrait pour soigner. Nari couvre leurs arrières. Lui s'occupe de Hwang. Minji frappe la première. Elle lance une volée de lances de glace sur le nœud est. La glace transperce les runes. Le symbole crépite et vacille. Beck envoie son dragon de feu sur le nœud ouest. Les flammes dévorent les gravures magiques. Hwang lève la tête. Ses yeux sont injectés de sang. Il hurle une syllabe en ancien dialecte.
Le noyau de mana se fissure. Une lumière aveuglante emplit la salle. Et puis ça sort. Une créature de feu pur, haute de 4 mètres. Un élémentaire. Sa forme est vaguement humanoïde, avec des bras de lave et une tête couronnée de flammes blanches. Le monstre rugit. L'onde de choc projette tout le monde contre les murs. Do-Yoon roule sur lui-même et se relève aussitôt. Seo-yeon est plaqué au sol. Du sang coule de sa tempe. Nari s'interpose entre elle et l'élémentaire. Elle déploie un mur de flammes pour dévier la première vague de chaleur. Le choc la fait glisser en arrière, les talons crissant sur la pierre. Minji tente de congeler le bras droit de la créature. La glace se vaporise avant même de toucher sa cible. Elle serre les dents et recule. Beck balance 3 boules de feu pour attirer son attention. L'élémentaire se tourne vers lui. Sa main de lave s'abat comme une faux géante. Beck esquive de justesse. Le sol fond là où le coup a frappé. Do-Yoon active sa bulle de vide pour se protéger de la chaleur et avance vers le cercle. Hwang continue de psalmodier. Le noyau de mana crache des langues de feu qui alimentent l'élémentaire. La créature se nourrit du rituel. Do-Yoon crie à Minji de briser le nœud sud. Elle opine et lance une stalactite de glace renforcée par un sort de perçage. Le projectile transperce le symbole runique. L'élémentaire titube. Sa couronne de flammes vacille. Beck fonce sur le nœud nord. Il plaque ses 2 paumes au sol et canalise une décharge de mana brute directement dans les gravures. Les runes explosent dans une gerbe d'étincelles. L'élémentaire hurle. Sa forme se déstabilise. Mais Hwang ne s'arrête pas. Il arrache un pendentif de son cou et l'écrase dans sa main. Le sang coule entre ses doigts. Le liquide s'enflamme au contact de l'air. L'élémentaire absorbe cette énergie et se stabilise d'un coup. Il contre-attaque. Son bras droit se transforme en un fouet de lave qui balaie la salle en arc de cercle. Minji dresse un mur de glace. Le fouet le pulvérise en 1 seconde. Elle est projetée contre une colonne et s'effondre, sonnée. Beck tente de la couvrir avec son dragon de feu. L'élémentaire ouvre une gueule béante et aspire les flammes. Il les recrache en une pluie de projectiles incandescents. Beck se prend un éclat dans l'épaule et tombe à genoux. Seo-yeon se traîne jusqu'à lui et active sa bulle de soin. Nari se place devant Do-Yoon. Elle déploie un bouclier de flammes à double couche. Elle lui dit qu'elle va le protéger. Il lui ordonne de reculer. Elle refuse. L'élémentaire charge. Nari maintient son bouclier. La créature frappe de toutes ses forces. Le bouclier résiste 2 secondes, puis il se brise. Nari encaisse l'explosion de plein fouet. Les flammes de l'élémentaire traversent sa propre magie et la brûlent sur le torse et les bras. Elle est projetée en arrière. Son corps heurte le sol avec un bruit sourd. Elle ne bouge plus. Do-Yoon se fige. Le temps semble s'arrêter. Il voit Nari inerte, ses vêtements fumants, sa peau marquée de brûlures profondes. Seo-yeon hurle son nom et rampe vers elle. Minji se relève en titubant, le visage livide. Beck serre les dents et tente de se remettre debout. Notre garçon sent quelque chose craquer en lui. Une rage froide, glaciale. Plus rien à voir avec la peur ou le désespoir. Il lève la main droite. Il trace un symbole complexe dans l'air. Des doigts qui tremblent à peine. Ce n'est plus une technique de tournoi. Ce n'est plus un sort d'étudiant. C'est un sort qu'il n'a utilisé qu'une seule fois dans sa vie précédente. Le gel temporel. Un arrêt localisé de la flèche de causalité. La technique interdite qu'il a gardée en réserve depuis le début. Il n'a jamais voulu s'en servir ici. Mais Nari ne respire plus. Le symbole s'illumine. Une onde argentée se propage dans la salle. Les flammes de l'élémentaire ralentissent, puis elles gèlent, comme une photographie de feu suspendue dans le vide. La créature est figée. Hwang est figé. Les débris en suspension sont figés. Toute la salle est un tableau immobile. Sauf Do-Yoon. Il avance. Chaque pas lui coûte. Le sort draine sa mana à une vitesse effrayante. Mais il avance. Il contourne l'élémentaire pétrifié. Il s'approche du noyau de mana en fusion. La sphère est toujours fissurée. Une lumière orangée prisonnière derrière ses parois de verre noir. Il lève le poing. Il le recouvre d'une couche de mana compressée. Et il frappe. Le verre noir se brise. Le coup résonne dans le silence absolu. La fissure s'élargit. Le noyau commence à s'effondrer sur lui-même. Do-Yoon recule en titubant. Le gel temporel se dissipe. Le temps reprend son cours. L'élémentaire se retourne vers lui avec un rugissement. Mais il est trop tard. Le noyau implose. Une vague d'énergie pure balaie la salle. L'élémentaire est aspiré dans l'effondrement. Sa forme se distord, se déchire, puis se dissout dans un hurlement de flammes agonisantes. Le cercle rituel se fissure en une 12aine d'endroits. Le pilier central de la salle se lézarde. Des blocs de pierre tombent du plafond. Hwang se relève, hagard. Son rituel est détruit. Son élémentaire est mort. Il fixe Do-Yoon avec une haine pure.
Il lève sa main valide. Un portail noir s'ouvre derrière lui. Minji tente de lui lancer un épieu de glace. Trop lent. Wang bascule dans le portail. Il disparaît. Le portail se referme avec un claquement sec. La salle continue de trembler. Des débris s'écrasent partout. Beck attrape Seo-yeon et la tire vers la sortie. Minji soulève Nari dans ses bras. Do-yeon court derrière eux. L'escalier s'effondre derrière lui. Ils jaillissent à l'air libre alors que le sol s'affaisse. L'entrepôt brûlé s'effondre entièrement dans un nuage de poussière et de cendres. Notre garçon se jette à genoux près de Nari. Minji l'a allongé sur le sol. Ses brûlures sont horribles. La peau de ses bras et de son cou est noirâtre et craquelée. Ses yeux sont fermés. Sa respiration est faible. Do-yoon pose une main sur sa joue. Il lui parle. Il lui dit de rester avec lui. Il lui dit qu'ils ont gagné. Il lui dit qu'elle ne peut pas s'arrêter maintenant. Seo-yeon se penche sur elle, les mains tremblantes. Elle canalise toute sa mana dans un sort de soin de niveau supérieur. La lumière dorée enveloppe Nari. Les brûlures les plus superficielles commencent à se refermer. Mais les profondes ne réagissent pas. Seo-yeon secoue la tête, les larmes aux yeux. Elle dit que ses réserves sont vides. Elle a tout donné. Do-yeon serre Nari contre lui. Il crie son nom. Les paupières de Nari frémissent. Ses lèvres bougent. Elle souffle quelque chose que personne n'entend. Do-yoon approche son oreille. Elle dit qu'elle a réussi à le protéger. Elle lui demande si c'est vrai. Il répond oui. Il dit qu'elle a été incroyable. Elle esquisse un sourire. Puis sa tête roule sur le côté. Sa main retombe. Beck détourne le regard en serrant les poings. Minji reste immobile, le visage de marbre. Seo-yeon éclate en sanglots silencieux. Do-yoon garde Nari serré contre lui, les yeux secs mais le regard brûlant. Hwang a fui. Le rite est détruit, mais leur victoire a un goût de cendre. Notre garçon écoute le battement de cœur de Nari. Il est là, faible, très faible, mais il est là. Il relève la tête. Il dit qu'elle n'est pas morte. Il dit qu'ils doivent l'emmener à un hôpital magique immédiatement. Minji attrape déjà sa pierre de téléportation de secours. So-yeon éponge ses larmes et hoche la tête. Elle pose une main sur l'épaule de Nari et canalise un dernier filet de mana pour stabiliser son cœur. Beck annonce qu'il connaît un guérisseur de rang S dans la capitale. Il donne les coordonnées. Do-yoon soulève Nari dans ses bras. Son corps est léger. Trop léger. Il sent sa respiration sifflante contre son cou. Et il se fait une promesse silencieuse. Il trouvera Hwang. Il mettra fin au sage noir. Et il ne laissera plus jamais personne d'autre payer le prix à sa place. La pierre de téléportation s'active dans un flash blanc. Le groupe disparaît de la zone dévastée. Derrière eux, l'entrepôt n'est plus qu'un cratère fumant. Un point noir s'élève dans le ciel de l'aube, comme un dernier souffle du rituel avorté. Quelque part, une silhouette encapuchonnée observe la scène depuis un toit lointain. Elle sourit, et elle s'évapore dans l'ombre. Fin du chapitre. La pierre de téléportation de secours s'active dans un flash blanc aveuglant. Le groupe est aspiré hors de la zone dévastée en une fraction de seconde. Ils réapparaissent devant la façade immaculée de l'hôpital magique de la capitale. L'enseigne en cristal pulse doucement dans la brume de l'aube. Do-yoon tient toujours Nari serré contre sa poitrine. Son corps est brûlant et sa respiration sifflante lui caresse le cou. Il ne sent même plus ses propres jambes. Il fonce vers l'entrée sans attendre personne. Les portes automatiques s'écartent dans un chuintement. Une infirmière en blouse enchantée lève les yeux et voit la scène. Elle crie quelque chose dans son oreillette. Un brancard magique flottant arrive en glissant dans le couloir. Do-yoon dépose Nari dessus avec une douceur infinie. Ses doigts s'attardent une seconde sur sa joue brûlée. Puis le personnel médical l'emporte en courant. Notre garçon veut les suivre, mais une main ferme l'arrête. C'est un guérisseur de rang S, un vieil homme aux yeux gris et aux mains tatouées de runes. Beck l'a déjà briefé pendant le trajet. Le guérisseur hoche la tête sans un mot. Il écarte Do-yoon et referme la double porte de la salle de soins. Le silence retombe. Notre garçon reste planté là, le souffle court. Minji pose une main sur son épaule. Elle ne dit rien. Elle reste juste là. So-yeon s'adosse au mur, les poings serrés, le visage pâle. Ses réserves de mana sont à zéro. Elle ne peut même plus allumer une étincelle de soin. Et ça la dévore. Beck fait les 100 pas en consultant sa montre toutes les 30 secondes. Les minutes s'égrènent. 10 minutes. 20 minutes. 30. La double porte s'ouvre enfin. Le guérisseur aux yeux gris en sort, le visage impassible. Il dit que la patiente est stabilisée. Son cœur bat normalement. Les poumons ne sont pas touchés. Mais les brûlures de mana sont profondes. Elle a frôlé l'arrêt cardiaque. Il ajoute qu'elle a besoin de repos absolu pendant au moins 3 jours. Et surtout, 0 mana dans l'organisme tant que le noyau n'est pas régénéré. Do-yoon lâche un souffle qu'il retenait depuis 1 heure.
Il remercie le guérisseur d'une voix cassée. Le vieil homme incline la tête et lui permet d'entrer. Pas plus d'une personne à la fois. Notre garçon pousse la porte. La chambre est baignée d'une lumière tamisée et chaude. Des cristaux de régénération entourent le lit. Nari est allongée, les bras et le cou couverts de bandages imprégnés d'élixir. Ses yeux sont fermés. Son visage est détendu. Elle respire paisiblement. Do-yoon s'approche sans bruit. Il tire une chaise et s'assoit tout près d'elle. Il prend sa main bandée dans la sienne. Elle est tiède, Vivante. Il murmure qu'il est là, qu'elle peut se reposer maintenant, qu'il ne bougera pas. Ses paupières tressaillent un instant. mais elle ne se réveille pas. Notre garçon reste assis, la main de Nari dans la sienne, les yeux fixés sur son visage. La première lueur de l'aube filtre à travers les stores. Do-yoon est affalé sur sa chaise, la tête posée contre le matelas. Il s'est endormi sans le vouloir. Un petit mouvement le réveille en sursaut. Nari vient de bouger les doigts. Il se redresse d'un coup, le cœur battant. Ses yeux s'ouvrent tout doucement. Elle cligne des paupières désorientées. Puis elle reconnaît le plafond de l'hôpital. Elle tourne la tête. Elle voit Do-yoon et elle sourit. Un sourire fatigué mais lumineux. Sa voix est un filet. Elle demande si elle a réussi, si elle l'a vraiment protégé. Do-yoon hoche la tête et dit oui. Il dit qu'elle a été incroyable. Elle souffle un petit rire. Elle dit que c'était chaud, littéralement. Il ne peut s'empêcher de sourire à son tour. Il lui caresse les cheveux. Il lui dit de ne plus jamais lui faire une peur pareille. Elle promet d'essayer. Ses yeux se referment à moitié. Elle murmure qu'elle a faim. Do-yoon se lève tout de suite pour appeler une infirmière. Mais la porte s'ouvre déjà. Le guérisseur aux yeux gris entre avec un plateau de fruits enchantés. Il dit que la patiente a besoin de sucre naturel régénérant. Il ajoute que sa convalescence sera courte si elle suit ses instructions. Nari fait la grimace en voyant les tranches de melon doré. Elle déteste le melon. Mais elle ne proteste pas. Do-yoon lui tend une tranche. Elle tente de lever le bras. Ses muscles lui font mal. Notre garçon approche le fruit de ses lèvres. Elle croque dedans. Sa joue rosille un tout petit peu. Elle dit que c'est pas si mal. Le guérisseur hoche la tête et quitte la pièce. Nari repose sa tête sur l'oreiller. Elle ferme les yeux, Do-yoon reste à son chevet. les doigts toujours entrelacés aux siens. La porte s'entr'ouvre à nouveau. C'est Seo-yeon. Elle s'est changée et a repris un peu de mana. Elle voit la scène. Nari qui dort paisiblement. Do-yoon qui veille. Elle hésite sur le seuil. Puis elle entre. Elle pose une main sur l'épaule du garçon. Elle lui dit qu'elle a besoin de lui parler. Juste une minute. Do-yoon dépose un baiser léger sur le front de Nari. Puis il suit Seo-yeon dans le couloir. Il traverse l'hôpital en silence. Il débouche dans un petit jardin intérieur. Des lanternes magiques flottent entre les arbres. So-yeon s'arrête près d'un banc. Elle respire un grand coup. Elle se retourne vers lui. Ses joues sont rouges. Elle dit qu'elle ne peut plus garder ça pour elle, Qu'elle sait que ce n'est pas le bon moment. que la situation est grave. Mais elle a failli le perdre hier. Elle a failli perdre Nari. Et elle a compris quelque chose. Elle lève les yeux vers lui. Elle dit qu'elle l'aime depuis bien avant le tournoi. Depuis qu'ils sont enfants. Elle dit que ce n'est pas une amitié comme avant. C'est plus fort. Do-yoon ouvre la bouche mais aucun son ne sort. Seo-yeon continue. Elle dit qu'elle ne lui demande pas de réponse tout de suite. Elle voulait juste qu'il sache. Parce que dans ce monde de fous, Demain n'existe peut-être pas. Sa voix se brise un peu. Notre garçon la prend dans ses bras. Il la serre fort. il lui dit qu'elle compte énormément pour lui. Plus qu'elle ne l'imagine. Mais il ne peut pas. Pas maintenant. Pas avant d'avoir arrêté cette folie. Pas avant de savoir s'ils vont survivre. So-yeon renifle contre son épaule. Elle dit qu'elle comprend. Elle dit qu'elle attendra. Elle lève le visage vers lui. Elle a les yeux humides, mais elle sourit. Elle dit qu'elle peut être patiente. Elle le défie même du regard. Elle dit qu'elle ne compte pas perdre contre Nari ou Minji. Do-yoon écarquille les yeux. So-yeon lui tapote la joue. Elle dit qu'elle n'est pas aveugle. Elle sait très bien ce qui se passe. Et que la compétition est ouverte. Elle tourne les talons et repart vers le bâtiment. Do-yoon reste planté là, complètement dépassé. Il a besoin de prendre l'air. Il monte les escaliers jusqu'au toit de l'hôpital. La vue sur la capitale est dégagée. Le soleil du matin chauffe les dalles de pierre. Il s'accoude à la rambarde. Sa tête est un tourbillon. Il n'a pas eu le temps de digérer les aveux de So-yeon que la porte du toit s'ouvre derrière lui. Il se retourne. C'est Minji. Elle s'avance sans un mot. Ses cheveux argentés flottent dans le vent de l'altitude. Elle s'arrête à 1 mètre de lui. Son visage est impassible. Mais ses poings sont serrés. Elle dit qu'elle a parlé avec Seo-yeon. Do-yoon sent son cœur rater un battement. Il demande ce qu'elle lui a dit. Minji ne répond pas.
Elle fait un pas de plus. Elle lève la main. Ses doigts glacés se posent sur sa nuque. Elle l'attire vers elle. Et elle l'embrasse. Ses lèvres sont froides. Le baiser dure 2 secondes. Puis elle recule. Ses yeux violets le fixent avec une intensité brûlante. Elle dit qu'elle ne laissera personne d'autre gagner. Ni So-yeon, ni Nari. Personne. Do-yoon est figé. La reine des glaces vient de l'embrasser. Sur un toit d'hôpital, À 8 heures du matin, il bafouille quelque chose d'incompréhensible. Minji croise les bras. elle dit que ça fait des semaines qu'elle observe. Qu'elle sait qu'il cache un lourd secret. Qu'elle sait qu'il porte un fardeau. Et que ça la rend dingue de le voir porter tout ça seule. Elle dit qu'elle veut l'aider. Pas seulement comme allié, comme partenaire. Elle le défie de la repousser. Do-yoon passe une main dans ses cheveux. Il dit qu'il est en plein milieu d'une guerre secrète. Il ne peut pas offrir une vie normale. Minji rétorque qu'elle n'a jamais voulu une vie normale. Elle veut être à ses côtés quand il détruira le sage noir. Elle veut le voir devenir une légende. Elle repart vers la porte sans attendre de réponse. Elle s'arrête une seconde sur le seuil. Elle dit qu'elle sera là, jusqu'à la fin. Et que s'il choisit quelqu'un d'autre, elle le forcera à changer d'avis. La porte se referme. Do-yoon reste seul sur le toit. Le vent siffle à ses oreilles. Il souffle un grand coup. 3 filles, 3 déclarations. Et une organisation criminelle à démanteler. Notre garçon réalise qu'il vient d'entrer dans les ennuis les plus délicieux de sa vie. Il redescend quelques minutes plus tard. Sa tête est un peu plus claire, Il a pris une décision. Il ne repoussera aucune d'elles. Pas par jeu, mais parce que chacune d'entre elles a choisi de se battre à ses côtés. Et qu'il serait idiot de nier ce qu'il ressent. il pousse la porte de la chambre de Nari. La scène à l'intérieur le fait sourire. Nari est assise dans son lit, un oreiller calé dans le dos. So-yeon est en train de lui verser un verre d'eau. Minji est debout près de la fenêtre, les bras croisés, un sourire en coin. Elles tournent toutes les 3 la tête quand il entre. L'ambiance est électrique. Nari pointe un doigt vers lui. Elle dit qu'elle a appris qu'il était très populaire. Sa voix est encore faible, mais son regard pétille. So-yeon pouffe dans sa main. Minji ne dit rien. Mais son sourire s'élargit. Do-yeon lève les mains en signe de reddition. Il dit qu'il ne commentera pas cette information. Nari plisse les yeux. Elle annonce que la compétition est officiellement lancée Et qu'elle n'a pas l'intention de perdre juste parce qu'elle est à l'hôpital. So-yeon déclare qu'elle a l'avantage du temps. Elle le connaît depuis toujours. Minji lâche un petit rire sec. Elle dit que l'expérience ne fait pas tout. Il faut aussi du cran. Et elle se souvient très bien de qui a embrassé qui sur le toit. Nari et So-yeon s'exclament en même temps. Quoi? Elle se tourne vers Do-yoon avec des yeux accusateurs. Notre garçon sent la sueur perler sur son front. Beck passe la tête par la porte à ce moment précis. Il voit Do-yeon coincé entre 3 filles en feu. Il éclate de rire. Il dit qu'il reviendra quand le harem sera un peu moins chaotique. Nari lui lance un oreiller. Il l'esquive et referme la porte. Do-yoon se laisse tomber sur une chaise. Il se prend la tête dans les mains. Mais il sourit, parce que malgré tout, elles sont là, vivantes. Et prête à se battre. C'est tout ce qui compte. Le brouhaha s'éteint quand la porte s'ouvre une nouvelle fois. Cette fois-ci, ce n'est pas Beck qui passe la tête, c'est Son Jae-won. Notre informateur préféré débarque à l'hôpital avec un sourire fatigué. Il a les yeux cernés mais le regard qui brille. Il tient un parchemin roulé dans la main droite. Nari se redresse dans son lit en grimaçant. So-yeon pose le verre d'eau sur la table de chevet. Minji s'écarte de la fenêtre et croise les bras. Jae-won s'incline poliment. Il dit qu'il ne voulait pas interrompre cette charmante réunion. Il promet que l'info qu'il apporte vaut le déplacement. Do-yoon se lève de sa chaise. Il demande ce qu'il a trouvé. Jae-won déroule le parchemin sur le lit de Nari. C'est une carte topographique détaillée. La chaîne des montagnes d'Inge y est tracée en ligne dorée. Une croix rouge est marquée au-dessus d'un col étroit. Jae-won explique qu'il a croisé 3 sources différentes. Elles pointent toutes vers ce même endroit, le temple du Sage Noir. Il est caché dans une crevasse à 2000 mètres d'altitude. Le lieu est protégé par des sorts de dissimulation. Les satellites magiques ne le voient pas. Les patrouilles d'aventuriers passent à côté sans le remarquer. Mais Jae-won a trouvé une faille. Il tapote le parchemin avec son index. Il dit qu'il y a une ancienne voie d'accès minier. Elle contourne les défenses principales. Do-yoon fixe la carte en silence. Son expression est calme. Mais ses poings se serrent. Il sait ce que ça signifie. Après des mois de traque, le repère du Sage Noir est à leur portée. Il relève la tête et regarde ses compagnons. Il annonce que c'est le moment. Ils vont prendre l'offensive. Ils vont escalader cette montagne. Ils vont entrer dans ce temple. Et ils vont en finir. So-yeon hoche la tête sans hésiter. Minji esquisse un sourire glacial. Elle dit qu'elle attendait ça depuis trop longtemps. Beck, qui vient de rentrer dans la pièce, croise les poings.
Il déclare qu'il a encore quelques sorts à tester. Nari essaie de repousser sa couverture. Elle dit qu'elle est prête elle aussi. Do-yoon pose doucement une main sur son épaule. Il dit qu'elle a besoin de repos. Elle a failli mourir il y a quelques heures. Nari proteste. Elle dit que son feu brûle encore. Mais Do-yoon est inflexible. Il ne risquera pas sa vie une deuxième fois. So-yeon intervient avec un petit sourire. Elle promet de la tenir au courant de chaque détail. Minji ajoute qu'elle lui rapportera une pierre du temple en souvenir. Nari croise les bras en gonflant les joues. Elle accepte à contre-cœur. Mais elle prévient Do-yoon qu'il a intérêt à revenir en un seul morceau. Sinon, elle viendra le chercher elle-même dans l'autre monde. Do-yoon rit doucement. Il lui promet qu'il n'en aura pas besoin. Il se tourne vers Jae-won. Il demande combien de temps ils ont avant le prochain rituel. Jae-won consulte une montre à cadran runique. Il dit que les étoiles s'aligneront dans 36 heures. Le sage noir prévoit sûrement d'activer le nullifié à ce moment-là. Ils ont 1 journée et demie pour traverser la moitié du pays. Le timing est serré. Do-yoon prend la carte. Il la plie soigneusement. Il dit qu'ils partent dans 1 heure. Chacun retourne dans sa chambre pour se préparer. So-yeon enfile sa robe renforcée. Elle glisse des potions de soin dans sa ceinture. Elle prend aussi une petite gourde enchantée. Minji ajuste ses gantelets de glace. Elle vérifie la charge de son grimoire. Elle murmure une incantation pour renforcer ses protections. Baek s'étire les épaules. Il fait craquer ses jointures. Il enfile son armure en alliage de salamandre. Il a l'air prêt pour un barbecue géant. Il plaisante en disant qu'il va griller des cultistes. Do-yoon enfile lui aussi son armure. La pièce de métal rougeoyant épouse ses épaules. Il attache sa dague à sa ceinture. Il glisse la carte dans sa poche intérieure. Avant de partir, il passe dire au revoir à Nari. Elle est assise toute seule dans son lit. Ses yeux sont un peu humides. Elle dit qu'elle déteste être laissée derrière. Do-yoon lui caresse les cheveux. Il dit que la prochaine fois, elle sera en première ligne. Il lui promet de lui montrer la tête du sage noir. Nari sourit malgré elle. Elle lui tend un petit médaillon en forme de flamme. Elle dit que ça porte chance. Do-yoon l'accroche à son cou. Plus il sort, le sourire aux lèvres. L'équipe se retrouve devant l'entrée de l'hôpital. So-yeon, Minji, Baek et Do-yoon. 4 silhouettes dans le petit matin froid. Le soleil n'est pas encore levé. Ils utilisent une pierre de téléportation collective. Une lumière blanche les enveloppe. Et en un clin d'œil, ils sont à 100 de kilomètres au nord. Le paysage a changé radicalement. L'air est vif et sent la pierre mouillée. Les montagnes d'Inge se dressent devant eux. Des pentes rocheuses escarpées couronnées de nuages bas. Le pic principal disparaît dans la brume. Minji frissonne. Elle dit que la température est parfaite. So-yeon resserre son manteau. Baek soufflait un petit nuage de vapeur. Do-yoon consulte la carte. Il pointe du doigt une fissure dans la paroi rocheuse à 1 kilomètre. L'entrée de l'ancien tunnel minier. Ils progressent à pied, en silence. La neige commence à tomber doucement. Les flocons s'accrochent aux cheveux argentés de Minji. Elle ressemble à une princesse des glaces. So-yeon murmure que c'est magnifique. Do-yoon leur fait signe de se taire. Il s'accroupit derrière un rocher. Il aperçoit une rune gravée dans la pierre. C'est un déclencheur d'alarme. Sans un mot, il sort une pincée de poudre de neutralisation. Il la souffle sur la rune. Les symboles s'effacent comme une braise qu'on éteint. Il recommence à 3 reprises sur le chemin. Chaque fois, il repère le piège avant quiconque. Minji lui demande comment il sait tout ça. Do-yoon se contente de sourire. Il dit qu'il a eu un bon professeur dans ses rêves. Ils arrivent à l'entrée du tunnel. Un trou noir dans la roche, comme une gueule de pierre. Des stalactites pendent au-dessus du passage. L'intérieur est plongé dans l'obscurité totale. So-yeon lève sa main. Une petite sphère de lumière dorée naît au-dessus de sa paume. Elle éclaire le couloir minier étroit. Les parois sont striées d'anciennes traces de pioches. L'air est confiné mais respirable. Il s'enfonce sous la montagne. Le tunnel descend en pente douce. Puis il s'élargit soudainement. Il débouche dans une vaste chambre naturelle. Des stalagmites émergent du sol comme des crocs. Au centre de la caverne, une dizaine de silhouettes encapuchonnées sont agenouillées. Elles psalmodient autour d'un autel noir. Leurs capuches sont brodées d'une étoile à 6 branches. Devine quoi? Ce sont nos cultistes préférés. Do-yoon fait signe à l'équipe de se séparer. Baek s'accroupit derrière une stalagmite à droite. Minji disparaît dans les ombres à gauche. So-yeon reste en retrait pour les soins. Do-yoon, lui, marche droit vers le groupe. Les cultistes lèvent la tête en sursaut. Le plus proche tend la main pour lancer un sort. Mais Do-yoon est plus rapide. Il claque des doigts. Une vague d'illusion se répand dans la caverne. Soudain, les cultistes voient 30 Do-yoon marcher vers eux. Ils ne savent plus où donner de la tête. L'un d'eux hurle un ordre incohérent. 2 autres se jettent des éclairs l'un sur l'autre, croyant viser l'intrus. C'est le chaos total. Minji sort de l'ombre et gèle les 4 premiers sur place. Des blocs de glace craquent autour de leur corps.
Ils ne peuvent plus bouger un cil. Beck surgit derrière les autres. Un dragon de feu en miniature jaillit de sa main. Il tourbillonne et assomme 3 cultistes d'un coup. Il tombe au sol, Assommé et roussi. Seo-yeon lance un sort de paralysie sur le dernier qui tente de fuir. il s'effondre, rigide comme une planche. Do-yoon disperse ses illusions d'un geste. La caverne redevient calme. La poussière magique retombe doucement. Minji époussette ses gantelets. Elle dit que c'était presque trop facile. Beck rit et dit qu'il n'a même pas transpiré. Mais l'ambiance change d'un coup. Un grondement sourd vient de derrière l'autel. Les stalactites tremblent. Un passage secret s'ouvre dans la paroi. La pierre coulisse comme un rideau de roche. Et dans l'embrasure, une silhouette massive se dresse. C'est Hwang. Mais pas le Hwang d'avant. Il est 2 fois plus grand. Des écailles noires recouvrent son bras droit, son torse et la moitié de son visage. Sa main gauche est toujours inutile, pendante. Mais la droite est devenue une griffe démesurée aux reflets rougeoyants. L'artefact draconique s'est fondu dans sa chair. Ses yeux brillent d'une lueur orange maléfique. Il respire lourdement. De la fumée s'échappe de ses narines. Il toise l'équipe avec un rictus déformé. Il dit qu'il est devenu bien plus qu'un humain, Qu'il est l'instrument de la destruction. qu'il va les réduire en cendres. Do-yoon ne répond pas. Il évalue la situation en un clin d'œil. Le point faible est visible, là où les écailles rencontrent la peau humaine. La ligne de fusion palpite faiblement. C'est là qu'il faut frapper. Il murmure des instructions à Minji et Beck. La reine des glaces hoche la tête. Le rival se met en position. Seo-yeon recule de 3 pas. Et prépare une barrière de soins. La bataille éclate sans préambule. Minji lance une salve de pics de glace. Il s'écrase sur les écailles sans faire de dégâts. Mais ça attire l'attention de la brute. Hwang charge vers elle. Ses pas font trembler le sol. Beck en profite pour l'attaquer par le flanc. Il déchaîne une sphère de feu concentrée. La chaleur fait fondre les stalactites les plus proches. La queue draconique de Hwang fouette l'air. Elle frappe Beck en pleine poitrine. Il est projeté contre la paroi avec un bruit sourd. Son armure absorbe le choc, mais il grogne de douleur. So-yeon lance immédiatement un flux de soins. Une lumière dorée enveloppe Beck Et le remet sur pied. Minji continue de distraire le monstre. Elle glisse sur une plaque de verglas Pour esquiver les coups de griffe. Elle lance des éclats gelés dans les yeux de Hwang, Il mugit de rage. à moitié aveuglé. C'est l'ouverture que notre garçon attendait. Do-yoon court droit vers le flanc de Hwang. Il esquive une patte massive en glissant au sol. Puis, il se relève juste sous la ligne de fusion. Il lève sa dague. Il concentre sa magie dans la lame. Une aura argentée vibre autour du métal. Ce n'est pas le gel temporel. C'est une frappe de distorsion. Un coup qui accélère le temps localement sur la blessure. Il frappe. La dague s'enfonce dans la jointure entre l'écaille et la peau. Un cri inhumain déchire l'air. La distorsion fait vieillir les cellules en quelques secondes. Les écailles noires se fissurent. Elle tombe par plaques entières. Le bras droit de Hwang se met à rapetisser. Le pouvoir draconique se désagrège. Hwang titube. Il essaie de lever sa main pour contre-attaquer. Mais sa force l'a quitté. Il s'effondre sur un genou. Les dernières écailles se détachent et tombent en poussière. Il redevient un homme ordinaire. Blessé, épuisé, le souffle court. Il lève la tête vers Do-yoon. Ses yeux ne sont plus oranges. Ils sont juste fatigués. Il halète. Il dit que Do-yoon ne peut pas gagner. Le sage est déjà dans la chambre centrale. Le nullifié est en train d'absorber l'énergie de la montagne. Quand il sera plein, Plus rien ne pourra l'arrêter. Il jure que Do-yoon arrivera trop tard. La porte derrière l'autel vibre soudain. une lueur violette filtre par les interstices. C'est l'entrée de la chambre centrale. Le cœur du temple. Là où le sage noir prépare son chef-d'œuvre. Do-yoon fixe la porte. Ses poings se serrent. Il ne répond pas à Hwang. Il se tourne vers ses amis. Minji est debout. Légèrement essoufflée mais prête. Beck masse son torse mais hoche la tête. Seo-yeon a les mains qui brillent encore d'énergie curative. Ils sont tous là, encore en vie, encore debout. Do-yoon prend une grande inspiration. Il dit qu'il ne va pas s'arrêter maintenant. Il leur demande s'ils sont avec lui. La réponse est un écho de oui. Ils franchissent le seuil. Laissant Hwang à terre. La porte de pierre coulisse dans un grondement sourd. Et ce que notre garçon découvre lui coupe le souffle. La chambre centrale est immense. Une cathédrale de roches noires aux parois luisantes d'humidité. Des veines de mana violet parcourent le plafond comme des racines malades. Et au centre de tout ça flotte l'orbe. Une sphère parfaite d'un noir absolu. 2 mètres de diamètre de vide pur qui absorbe la lumière autour d'elle. Des éclairs violets dansent à sa surface sans jamais s'échapper. L'air lui-même semble lourd autour de cette chose. Do-yoon sent immédiatement le poids de l'antimagie. Sa propre réserve de mana frémit et se rétracte comme un animal effrayé. Minji est juste derrière lui.
Elle tente de lancer un éclat de glace. Rien ne sort de sa paume. Elle dit que sa magie ne répond plus. Beck essaie à son tour. Aucune étincelle ne jaillit de ses doigts. Le nullifié est déjà en train d'aspirer l'énergie de la montagne entière. Un bourdonnement grave emplit la salle. Et au pied de l'orbe se tient une silhouette encapuchonnée. Pa Huang, quelqu'un de plus grand et de plus mince, les mains levées vers l'orbe comme un chef d'orchestre silencieux. La capuche tombe en arrière. Un visage décharné aux yeux entièrement blancs apparaît. C'est le sage noir. Pas une ombre, pas une rumeur, mais un homme bien réel. Ses lèvres bougent sans émettre de son. Il contrôle l'orbe par la seule force de sa volonté. Do-Yoon comprend tout en une fraction de seconde. L'orbe n'est pas juste une arme, c'est un absorbeur dimensionnel. Une fois chargé à pleine capacité, il va créer un dôme d'anti-magie. Un dôme qui s'étendra sur des centaines de kilomètres, rendant toute magie impossible dans la région. Tous les mages à l'intérieur perdront leur pouvoir en quelques secondes, et les catastrophes deviendront impossibles à arrêter. Le sage noir veut créer un monde sans magie, un monde où personne ne pourra s'opposer à lui. Il tourne lentement la tête vers les intrus. Un sourire mince étire ses lèvres desséchées. Il dit que c'est trop tard. L'orbe est déjà à 70%. Dans moins de 5 minutes, le processus sera achevé. Et aucun sort ne peut l'arrêter. C'est le principe même de l'anti-magie. Beck tente quand même de lancer un projectile enflammé. La flamme meurt avant même de quitter sa main. Minji serre les poings, impuissante. Seo-yeon plaque ses mains sur le sol. Elle essaie d'activer un cercle de soins. Rien ne s'allume. Le sage les regarde avec une pitié feinte. Il dit qu'ils ont été courageux. Mais le courage ne suffit pas quand les armes ne fonctionnent plus. Do-Yoon, lui, ne répond pas. Il regarde l'orbe. Puis il regarde le sage. Puis il regarde à nouveau l'orbe. Et une idée folle germe dans son esprit. Pas contrer l'orbe de l'extérieur. Ça, c'est impossible. Mais de l'intérieur. Si un mage peut canaliser assez de mana directement dans le noyau, pas pour attaquer, pour saturer, l'orbe absorbe l'énergie magique. Mais que se passe-t-il si on lui en donne trop? Si on lui en donne tellement qu'il ne peut plus la contenir? Ce n'est pas un sort d'attaque, c'est une overdose de mana pure. Le sage noir voit l'expression de Do-Yoon changer. Son sourire s'efface. Il demande ce qu'il a en tête. Notre boy ne répond pas. Il se tourne vers ses amis. Il leur dit qu'il a un plan. Un plan complètement débile, mais le seul qui peut marcher. Minji demande ce qu'elle doit faire. Il répond qu'elle doit sortir. Tout de suite, elle refuse net. Beck croise les bras et dit qu'il ne bougera pas non plus. So-Yeon le fixe avec des yeux remplis de larmes. Elle sait. Elle a compris ce qu'il va faire. Elle dit qu'il ne peut pas. Pas encore. Pas après tout ce qu'ils ont traversé. Do-Yeon pose une main sur son épaule. Il lui dit de leur faire confiance. À elle et aux autres. Il dit qu'il a besoin d'eux dehors pour gérer la suite. Parce que ce salaud ne va pas disparaître tout seul. Et si l'orbe explose, il ne veut pas qu'il soit à l'intérieur. Minji serre les dents. Elle déteste ça. Mais elle sait que discuter ne sert à rien. Elle attrape le bras de So-Yeon. Elle dit à Beck de couvrir leurs arrières. Il recule vers la porte. Le sage noir ricane. Il dit que c'est pathétique de fuir maintenant, que rien ne peut arrêter le processus. So-Yeon s'avance vers l'orbe. Seul. Ses pas résonnent sur la pierre noire. L'antimagie devient plus forte à chaque mètre. Il sent sa réserve de mana se comprimer, se replier sur elle-même, comme un ressort qu'on écrase. Mais il ne s'arrête pas. Il active une technique qu'il a apprise dans une autre vie. Une compression de mana extrême, normalement utilisée pour stocker de l'énergie dans des cristaux. Mais cette fois, il l'applique à son propre noyau. Il comprime toute sa réserve en une sphère dense. Pas pour lancer un sort, pour la garder intacte, pour la libérer d'un coup au moment précis. Le sage noir fronce les sourcils. Il ne comprend pas ce que fait ce gamin. Do-Yoon est maintenant à 2 mètres de l'orbe. Le bourdonnement est assourdissant. Sa peau picote sous l'effet de l'énergie noire. Il lève les 2 mains vers la sphère. Et il relâche tout. La compression s'annule d'un coup. Le mana jaillit de ses paumes comme un torrent d'argent liquide. Pas une attaque, un flux continu et pur. L'orbe absorbe immédiatement l'énergie. Des fissures violettes apparaissent à sa surface. Le sage crie que c'est impossible. L'orbe ne peut pas être surchargé, mais les fissures s'élargissent. Le noir absolu laisse place à une lumière blanche aveuglante. Do-Yoon continue de pousser. Il donne tout ce qu'il a. Chaque goutte de mana, chaque once d'énergie vitale. L'orbe tremble. Le bourdonnement devient un hurlement aigu. Les fissures se propagent comme une toile d'araignée. Et puis, l'orbe explose. Pas une explosion de feu ou de fumée. Une vague d'énergie pure qui balaie tout sur son passage. La chambre s'effondre. Des blocs de pierre tombent du plafond. Le sage noir est projeté en arrière. Il percute une paroi et s'effondre au sol. Une ombre brumeuse s'échappe de son corps. Elle file vers une fissure dans la roche et disparaît. Ce n'était pas lui. Juste un autre. Notre garçon, lui, est à genoux. Il n'a plus une seule once de mana.
Il est vidé, mais vivant. Autour de lui, le temple s'écroule. La magie qui maintenait la structure s'est évaporée avec l'orbe. Des stalactites géantes s'écrasent au sol. La porte par laquelle ses amis sont sortis est encore ouverte. Il se relève en titubant. Il n'a pas de magie pour se protéger. Mais il a ses jambes. Il court. Il esquive un bloc qui s'effondre juste derrière lui. La poussière envahit tout. Il ne voit plus rien. Mais il entend une voix. Minji crie son nom. Il suit le son. Une main glacée attrape la sienne. Elle le tire hors de la chambre, juste avant que le plafond ne s'effondre complètement. Ils roulent ensemble dans le couloir. La poussière les recouvre. Quand le bruit s'arrête enfin, Do-yoon ouvre les yeux. Minji est sur lui, les cheveux pleins de gravats. Elle lui demande s'il est toujours vivant. Il tousse et répond qu'il croit. Beck l'aide à se relever. Seo-yeon plaque ses mains sur son torse. Elle vérifie qu'il n'a pas de blessure interne. Ses doigts tremblent. Elle dit qu'il est complètement fou. Complètement, irrémédiablement fou. Et puis elle l'embrasse. Un baiser rapide, presque furieux, sur la joue. Minji lève un sourcil. Elle dit qu'elle va devoir faire pareil pour pas être en reste. So-yeon devient rouge comme une tomate. Notre boy, lui, sourit faiblement. Il dit qu'il accepterait bien de l'eau avant. Le temple est détruit. Le nullifié n'existe plus. Et l'ombre du sage noir s'est enfuie. Ce n'est pas une victoire totale, mais c'est une sacrée victoire quand même. Ils remontent à la surface en s'aidant les uns les autres. La lumière du jour est aveuglante après toute cette obscurité. Nari, appuyée sur une béquille enchantée, les attend à l'entrée. Elle dit qu'elle a senti l'explosion depuis la vallée. Elle demande s'ils ont gagné. Beck lève un pouce. Il dit que le boss de fin de niveau est mort. Le temple est en miettes, et leur cher leader n'a plus une goutte de magie. Nari boitit jusqu'à Do-yoon. Elle lui tend un fruit enchanté qu'elle avait gardé. Il croque dedans sans hésiter. Le sucre lui redonne un peu de force. Il la remercie. Elle lui dit que c'est elle qui doit le remercier. Pour tout. Minji s'éclaircit la gorge. So-yeon croise les bras. Nari éclate de rire. Elle dit que la guerre est toujours déclarée. Minji répond que ça lui va très bien. So-yeon marmonne que ce garçon est un aimant à problème. Do-yeon soupire. Mais il sourit. Un vrai sourire. Le genre qu'il n'avait pas eu depuis des années. Les catastrophes ne sont pas toutes évitées. Le sage noir court toujours. Mais pour la première fois, il se dit qu'il va vraiment y arriver. Il a des alliés. Il a des amis qui se battent pour lui. Et franchement, la prochaine fois qu'un mage centenaire tente de détruire le monde, il sera là pour lui botter le train. Les filles se chamaillent déjà pour savoir qui va l'aider à marcher jusqu'au campement. Et devinez quoi? Ça va être une longue et bruyante descente de montagne.